Mehmet İnan, ingénieur. J'étudie les attentats du 11 septembre 2001 depuis la fin de l'année 2002. Cette vidéo explique l'historique de l'enquête et ses conclusions. À la fin de cette vidéo, vous aurez aussi appris comment ces attentats ont été faits, par qui et pourquoi. Pour plus de détails, voir mon petit site web www.peace911.org. Quelques détails pratiques. Pour raccourcir la vidéo, j'ai enlevé tous les temps morts. Les paroles s'enchaînent très vite. Il ne reste plus de temps à réfléchir. N'hésitez pas à arrêter la vidéo, au besoin revenir en arrière. Vous pouvez aussi regarder en plusieurs étapes en vous référant à la table des matières écrite dans la description de la vidéo. Vous pouvez poser vos questions en commentaire ou par mail sur mon site. La politesse et le sérieux n'ont pas besoin d'être rappelés. Petit rappel des événements. Le matin du 11 septembre 2001, 4 avions ont été détournés. Les deux premiers ont frappé les tours jumelles. Le vol AA-11 a frappé la tour nord à 8h46. Le vol EA-175 a frappé la tour sud à 9h03. Le vol AA-77 a frappé le Pentagone à 9h38. Et le vol EA-93 s'est crashé au sol à 10h03. Les deux tours jumelles se sont effondrées jusqu'au sol. Dans l'après-midi, une troisième tour de 47 étages, le bâtiment OETC-7, s'est effondrée sur elle-même. Il y a eu 2973 victimes, paix à leurs âmes. Mais seront-elles en paix sans que le monde soit en paix? On peut en avoir des doutes. Et depuis ces attentats, le monde a basculé dans la guerre qui ne s'est jamais arrêtée. Le nombre de victimes de ces guerres a atteint les millions. Au moment des attentats, j'étais au bureau avec mes collègues de travail. On me dit, des avions ont frappé les tours jumelles. Ma première réaction fut, forcer un pilote à frapper une tour, mais c'est impossible. La moindre déviation des commandes de vol va faire rater sa cible. Alors on me dit des terroristes suicides ont piloté les avions. 19 musulmans prêts à se suicider ensemble, et ce sont des gens éduqués capables de piloter des avions. Cela ne colle pas à la nature des musulmans. De plus, ces gens n'étaient pas opprimés, donc aucune raison de se suicider. Pour qu'un musulman se suicide, il faut qu'il soit opprimé et acculé à la limite de ses capacités humaines, et ce pendant de longues années. Ces gens n'étaient pas du tout opprimés. Et ils n'avaient aucune raison de se suicider. Aussi compétents que pouvaient être les musulmans à cette époque, ils étaient incapables de commettre un attentat de cette taille aux États-Unis, au nez et à la barbe des Américains. Peu importe, je me dis que les États-Unis vont donner toutes les preuves et identifier les coupables. J'ai laissé le sujet de côté en attendant les preuves. En pratique, les États-Unis ont tout caché et classifié secret. Et sans rien prouver, les Américains ont foncé tête baisse et ont rapidement envahi l'Afghanistan. Ils ont bombardé tout le pays avec des armements les plus avancés. C'est ce genre de personnes simples et pauvres qui sont attaquées. Et ces personnes sont des blessés avec des séquelles de guerre. Ces gens habitent encore dans des maisons en torchis. Ils n'ont rien. Les Américains les attaquent avec l'armée la plus puissante au monde et les armements les plus avancés. Mi-2002, Bush s'est détourné de l'Afghanistan et a commencé à préparer l'invasion de l'Irak, en l'associant aux attentats du 11 septembre. Ces photos montrent les mensonges de Colin Powell devant l'Assemblée des Nations Unies pour justifier cette invasion. Par après, il est apparu que tout n'était que mensonge. En 2004, Colin Powell a démissionné et a quitté la politique. Il a compris qu'il a été utilisé pour semer la guerre, même si c'était trop tard, il s'est distancé des criminels. Ces événements de 2002 m'ont fait comprendre que les États-Unis allaient utiliser les attentats du 11 septembre à toutes les sauces pour justifier le déclenchement de guerre dans tous les pays musulmans. Donc il fallait savoir ce qui s'est passé en ce jour de 11 septembre 2001. Pour l'invasion de l'Irak, Bush a été aidé par l'Angleterre de Blair et l'Espagne de Aznar. Fin 2002, j'entends parler de Mason et de son livre Pentagate. Il y avait beaucoup de questions un peu floues avec des doutes. Certains étaient fausses, notamment le missile qui aurait frappé le Pentagone. Mais un de ces arguments était juste. Il y avait une trop grande différence de couleur entre l'explosion du Pentagone et celle des tours jumelles. Si l'explosion des tours jumelles était du kérosène, c'est que l'explosion du Pentagone n'était pas du kérosène. Et d'après la couleur, c'était une bombe. Je me dis, il peut y avoir de la manipulation. Cela mérite d'investiguer. Je pouvais faire l'investigation, mais cela allait prendre beaucoup de temps. En finalité, je saurais au moins ce qui s'est passé en ce jour fatidique. Commençons d'abord par rappeler la version officielle. D'après la théorie officielle, ce sont 4 équipes de 19 terroristes suicides musulmans qui ont détourné 4 avions et les ont crashés sur des bâtiments et au sol. Ils ont utilisé des cutters pour détourner les avions. Ce cutter a été récupéré dans les débris du 4e avion et montré par le gouvernement dans le procès Mousavi. Le cutter est intact, il ne reste plus rien de l'avion. La preuve officielle la plus solide pour la présence des terroristes à bord des avions est cette liste transmise par fax.
Il y a au total 6 pages, toutes transmises par fax, facilement falsifiables et impossible à prouver leur véracité. Dans le procès Moussaoui, le gouvernement des États-Unis a montré une animation Flash Player. Cette image est un extrait de ce document. C'est un document fabriqué par le gouvernement. Ce n'est pas une preuve à utiliser en justice. En réalité, dans tous les aéroports, il y avait des check-in avec des caméras. Ils pouvaient facilement récupérer les caméras et prouver leur présence. Ils pouvaient aussi récupérer les tickets et les montrer. Plusieurs employés des aéroports auraient pu témoigner les avoir vus. Rien n'a été fait. Ils ont juste montré ces 6 pages de fax. Tout cela signifie que le gouvernement des États-Unis n'a aucune preuve de la présence des 19 terroristes dans les avions. Certains terroristes ont annoncé qu'ils étaient vivants. Par exemple, le pilote saoudien Walid al-Shahri a reconnu sa photo, publiée dans les médias. Abdulaziz Al-Omari, ingénieur dans Saudi Telecom, a déclaré qu'il avait perdu son passeport pendant qu'il étudiait à Denver. Le directeur du FBI, Robert Mueller, a reconnu que l'identité de plusieurs suspects était en doute. Mais plus tard, il n'y a eu aucune correction. Les appels téléphoniques. Certains passagers ont appelé leurs proches à partir des avions. Notamment, Tom Burnett a appelé son épouse qui a reconnu son numéro de téléphone. Elle a décroché et parlé à son mari. Pendant les 2 premiers de ces appels, l'avion était à 35 000 pieds, 10 600 mètres d'altitude. En 2001, il était impossible d'avoir des communications téléphoniques à partir de GSM situés à ces altitudes. La raison est très simple. Les antennes de base situées au sol sont conçues pour émettre horizontalement à destination des GSM situés au sol. Elles n'émettent rien vers le ciel. Plus exactement, environ 1000 fois moins. Il était donc impossible d'avoir une connexion vers un réseau GSM. Ces appels ont dû être faits par d'autres moyens. En subtilisant le numéro de téléphone de Tom, ce n'est qu'un numéro d'identification. De nos jours, nous faisons des appels sur Internet et montrons un numéro d'appelant qui est configurable. Mais l'épouse a parlé à son mari et a reconnu sa voix. À cette époque, il existait déjà des logiciels qui permettent de changer la voix. Une personne parle et c'est la voix d'une autre personne qui sort à l'autre bout du fil. Cette voix du mari pouvait être créée à partir d'un enregistrement de ses communications GSM quelques jours avant. Nous avions acheté le casque de jeu Logitech G35 à mon fils. Ce casque était sorti en 2009. Le logiciel qui était fourni avec contenait des possibilités de changement de voix. Voici un écran du logiciel. Il y a quelques exemples fournis. Voici un exemple. On peut choisir un autre si l'on veut. Et puis encore un autre. Tout est possible. On peut acheter d'autres voix. Bien sûr que ce logiciel est fait pour le jeu. Dans les versions professionnelles, utilisées dans des médias et des services secrets, les possibilités sont bien plus importantes et plus performantes. Dans les semaines après les attentats, des journalistes du groupe de Rupert Murdoch ont écouté les familles des victimes pour les surveiller et savoir leurs intentions. La même infrastructure a pu et a dû être utilisée quelques jours avant pour récupérer les voix des passagers et reconstruire leurs voix dans ces faux appels. Et pour pouvoir produire l'intonation des passagers et tenir de courtes conversations avec les membres des familles, ils ont dû utiliser des étudiants d'art du théâtre. La reconstruction de la voix nécessite quelques minutes, le temps d'ouvrir le fichier d'enregistrement dans un programme et générer le modèle. Il faut plus de temps pour préparer le contenu de la conversation à tenir avec la famille et l'apprendre par l'étudiant de théâtre. Il pouvait donc utiliser la voix de passagers qui ont réservé même la veille au soir. C'est pratiquement le seul moyen de réaliser ces appels téléphoniques. Nous devons donc considérer que tous les appels téléphoniques à partir des avions comme une pure fabrication. Nous ne savons donc rien de ce qui s'est passé à l'intérieur des avions. Était-il obligé de faire ces faux appels? Raisonnablement oui, car en l'absence de ces appels, il n'y aura aucune information venant du bord des avions. Il n'y aura pas de traces de vie à bord. Ce sera très suspect et laissera la porte ouverte à toutes les possibilités. Il fallait absolument qu'il y ait un soupçon de vie à bord des avions pour orienter les esprits. C'est pourquoi ces appels ont été faits. Il a été reporté qu'un manuel de vol en langue arabe a été retrouvé dans une voiture garée dans le parking de l'aéroport de Boston. Toute la terminologie de l'aviation est en langue anglaise. Toute personne qui veut apprendre à piloter des avions doit apprendre l'anglais. Et ces personnes parlaient l'anglais. Il n'y a aucune raison de lire ces manuels de vol en langue arabe, sauf pour faire croire que ce sont des Arabes qui ont détourné les avions. Ce n'est pas une preuve à utiliser dans une cour de justice. Des passeports des terroristes ont été récupérés après les crashs, un près des tours jumelles et 2 autres dans le dernier avion. Ce passeport à moitié brûlé est celui de Ziad Jarrah, qui était dans le 4e avion. Il est censé être trouvé dans les débris de l'avion. Le passeport entier est trop suspect, clairement visible qu'il est brûlé intentionnellement d'une manière contrôlée et puis éteint tout en laissant le nom lisible Ziad Jarrah.
Pour éviter que le juge ne remette cela en cause, dans le procès de Moussavi, ils ont montré une seule feuille à moitié brûlée. Si on regarde bien, dans cette zone de la feuille, on trouve cette partie du passeport, mais en noir et blanc. Comment est-elle passée de couleur en noir et blanc? Et ce passeport intact est celui de Saïd El-Ghamdi, aussi retrouvé dans les débris du 4e avion. Et celui-ci appartient à Sattam al-Soukami, qui était dans le premier avion. Le passeport a échappé à l'impact avec la tour et trouvé par une personne quelques rues plus loin. La personne l'a donné à la police et s'est enfuie sans donner son nom. En tout cas, c'est la version officielle. Il a été reporté que certains terroristes ont débuté des cours de pilotage et ont dit qu'ils voulaient juste piloter sans décoller ni atterrir. Et cela est utilisé comme preuve pour dire qu'ils ont planifié le détournement des avions en vol et pour les cracher au bâtiment. On est très loin de preuves à utiliser en justice. Qu'en est-il de Ben Laden? Le jour même, dans ses seuls propos libres, il a nié toute implication. Le lendemain, il était sous la menace de toute l'armada américaine. Cela s'appelle extorsion d'aveu. En 2001, les Américains ont retrouvé une cassette vidéo présumée filmée pendant les attentats et Ben Laden dit à ses compagnons « Attendez, ce n'est pas fini, vous allez voir ce qui va se passer, ils ont eu 3 milliards de pertes. » La personne visible dans cette vidéo est cette personne au milieu. Et Ben Laden est à gauche. Ce sont deux personnes différentes. Et la voix était de très mauvaise qualité, pratiquement une cassette de montage vidéo. Aux environs d'avril 2004, quelques mois avant les élections américaines de novembre, des politiciens européens ont préconisé de parler avec Ben Laden et ils ont justifié cela en disant « c'est un grand homme et qu'il a changé le cours de l'histoire ». C'est un appel clair à négocier et cela a été diffusé dans les médias, notamment BBC le 8 avril 2004. On peut imaginer que Ben Laden a répondu positivement et qu'il y a eu des négociations restées secrètes. Suite à cela, il est possible qu'il ait accepté de justifier les attentats contre la promesse de le laisser tranquille. Ce n'est même pas les assumer. 2 jours avant les élections, Ben Laden est apparu dans les écrans des médias et a justifié les attentats sans parler des faits ni donner des détails sur les préparations. Cette apparition a permis la réélection de Bush. Il réapparaît en 2007 dans les médias dans les mêmes habits et avec une barbe bien noire, comme rajeuni. En 2011, les soldats américains pénètrent dans sa maison à Abbottabad et l'abattent. Ils auraient pu tirer dans le pied et l'amener devant la justice. Le monde entier attendait cette justice. Le but n'était pas de faire justice. Il ne sera jamais entendu devant la justice d'une manière neutre avec garantie et protection de sa vie. Le cas Moussavi est exemplaire aussi. Il est présumé être le 20e terroriste. Au moment des attentats, il était en prison et n'a pas pu participer aux attentats. Il a été arrêté 3 semaines avant les attentats en route pour aller suivre des cours de pilotage sur des Boeing 747. Imaginez-vous des gens qui décident de faire des attentats de cette envergure et commencent à apprendre à piloter seulement 3 semaines avant, et sur des avions qui ne seront pas utilisés dans les attentats. C'est une absurdité totale, évidemment. Toutes les preuves officielles sont risibles, et le monde a basculé dans la guerre et la terreur. Il y a aussi les théories du complot. Une des rares théories du complot qui ose tenter d'expliquer ce qui s'est passé est celle publiée sur Serendipity LE. D'après cette théorie, les 3 avions filmés auraient eu des doubles qui ont frappé leur cible. Les 3 avions ont atterri dans une base militaire et tous les passagers ont été regroupés dans le 4e avion qui a été abattu pour faire disparaître les corps. 249 passagers et pilotes vont accepter de faire ces opérations et se laisser tuer sans rien dire, et cela sera fait en un temps record. C'est complètement impossible. La plus grande théorie du complot est celle du métal fondu et de la démolition des tours avec de la thermite. D'après des témoignages, 3 semaines après les attentats, du métal fondu aurait été retrouvé sous les ruines des tours. D'après Stephen Jones, l'auteur de cette théorie, cela serait dû à l'utilisation de produits pouvant faire fondre le métal appelés thermite ou nanothermite pour faire mieux. Vu que c'est une réaction thermique, la propagation de la chaleur est lente, donc impossible de démolir les tours en moins de 15 secondes. Comme cela s'est passé. C'est une théorie à oublier depuis ses débuts en 2006. Normalement, il est inutile d'en parler, mais les théoriciens du complot parlent le plus de cette théorie. Par après, un autre professeur, Niels Harris, a soutenu Stephen Jones et recherché des résidus de nanothermite dans les débris des tours. Ces chips rougeâtres seraient des chips de nanothermite non brûlés. Avec une photo si simple, si facilement falsifiable, ils vont prouver que les tours ont été détruits avec de la nanothermite. Ils sont incapables d'expliquer comment démolir les tours avec de la nanothermite, mais cette image Photoshop suffit pour prouver que cela a été fait. Une absurdité. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme preuve pour la thermite? Voici une photo utilisée pour prouver qu'il y avait du métal fondu dans les débris des tours. En fait, à bien regarder, c'est une photo construite avec un logiciel de style Photoshop. Pourquoi? Parce que les tours ont été détruites avec de la nanothermite. Ils sont incapables d'expliquer comment démolir les tours avec de la nanothermite, mais cette image Photoshop suffit pour prouver que cela a été fait. Une absurdité. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme preuve pour la thermite? Voici une photo utilisée pour prouver qu'il y avait du métal fondu dans les débris des tours. En fait, à bien regarder, c'est une photo construite avec un logiciel de style Photoshop. Pourquoi?
Regardez, ici la fumée se déplace vers la droite, mais un peu plus haut elle se déplace vers la gauche. Ceci n'est pas normal. Dans la partie supérieure entre la gauche et la droite, la différence est nette. La transition entre les deux zones se trouve derrière le bras d'excavatrice. Cacher la séparation entre deux zones derrière un objet est une règle de construction souvent utilisée dans ce genre de logiciel. La zone blanche ici à droite paraît être une lumière qui éclaire la colonne ici. En réalité, c'est une zone blanche ajoutée par le logiciel. Puis la séparation entre la colonne et la partie basse ici est très claire. On voit bien que ces deux zones ont été superposées. On a pu identifier cette colonne dans les débris, mais nous n'avons pas pu trouver cette autre colonne, ni autre chose de reconnaissable dans les environs. Même la rougeur du métal fondu n'en est pas. Du métal fondu coulera vers le bas comme un filet d'eau. Une éjection à cause d'écrasement sortira alignée aux mâchoires. Rien de tout cela n'y est. C'est juste un peu de rougeur ajoutée par le logiciel. La théorie de termites est basée sur ce genre de fausses preuves fabriquées. Voilà une autre image utilisée comme preuve de la termite. C'est le coin nord-est de la tour sud, l'endroit où les débris de l'avion sont sortis. C'est une partie de la vidéo prise avant l'effondrement. On voit ici une sorte de matière très chaude couler vers le bas. Pour Stephen Jones, pas de doute, c'est du métal fondu chauffé par de la termite. Dans d'autres vidéos filmées en direct, il n'y a pas cette couleur jaune. En regardant très précisément, on peut y voir une matière légèrement rouge, mais rien à voir avec cette image. C'est une vidéo modifiée par ordinateur. Une des premières preuves utilisées pour la termite est cette image, plus précisément cette colonne coupée à onglet. Pour Stephen Jones, c'est une coupe réalisée avec de la termite. La première chose à voir est ces colonnes à droite et à gauche. L'épaisseur des plaques montre que ce sont des colonnes situées dans la périphérie du noyau. Les dimensions de ces colonnes sont régulières au niveau du sol. Cette colonne fine n'a pas sa place entre les deux. Les colonnes blanches du fond sont les colonnes extérieures du bâtiment en dessous de l'étage 7. Comme ces deux colonnes sont dans la périphérie du noyau, il ne devrait rien avoir entre elles et les colonnes blanches du fond. C'est une image construite avec un logiciel. Elle est bien faite, mais cela reste du faux. On peut reconnaître des zones de fumée pour faire la jonction entre différentes zones accolées, comme dans l'image de l'excavatrice. Des pompiers ont été rajoutés pour faire croire au début des travaux d'inspection. En réalité, l'aspect régulier et intact des coulées de métal noir montre que ces parties n'ont pas été endommagées par des impacts de débris durant la chute des tours. Donc, cette coupe a été faite bien après l'effondrement durant le nettoyage de la zone. Et puis cette colonne n'a pas été coupée par de la termite, elle a été coupée avec un chalumeau. Les traces obliques visibles sur les deux faces sont les preuves de coupe par chalumeau. Ces traces obliques sont impossibles à réaliser avec des outils à termite. Dans ces outils, l'éjection se fera perpendiculairement à la face. Les traces devraient être perpendiculaires. Ils ont commencé par faire un trou ici, puis continué vers la droite tout en coupant de l'extérieur vers l'intérieur, puis revenons au trou initial et coupé vers la gauche. Pendant tout ce temps, la partie supérieure de la colonne était tirée vers la caméra pour assurer que la colonne ne tombera pas sur la personne qui coupe et aussi écarter les faces coupées. Quand il restait cette petite zone, la traction de la colonne a déchiré le métal, c'est pourquoi cette partie n'est pas coupée. Puis ils ont passé la lance de l'autre côté par la fente ouverte et ils ont coupé la dernière petite face de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi le métal est sorti vers l'extérieur. Cette sortie de métal vers l'extérieur, différent des autres faces, ne correspond pas à une coupe à la termite. Quand j'ai demandé à quoi ressemble une coupe à la termite, la réponse de Stephen Jones fut « bonne question », mais il n'y a pas eu de réponse. Quand j'ai donné toutes ces explications, j'ai pu obtenir un aveu de la part de Stephen Jones. La colonne coupée à onglet n'est peut-être pas la meilleure preuve pour la termite. C'est encore une réponse de manipulation. La réalité est que toutes les preuves de termites sont fausses. Voici une image de colonne coupée à onglet avec un chalumeau. Ils utilisaient des lances assez longues pour garder les ouvriers loin de la chaleur intense. Dans d'autres vidéos, on voit le métal chaud couler. Pendant des mois, je leur ai dit « Je ne vois pas de métal fondu. Montrez-moi des photos. Si j'y étais et je vois une chose pareille, je ferai des centaines de photos. » Puis un de ces jours, ils m'ont montré cette photo. Là, j'étais mal. Tu leur as chanté pendant des mois qu'il n'y a pas de métal fondu. Et voilà, maintenant, qu'est-ce que tu leur dis? Bon, analysons. Si la zone brillante est du métal fondu, ce doit être très chaud, et les ouvriers devraient s'en écarter. Mais les ouvriers ne s'en écartent pas.
Ils sont quasi couchés dessus. Ils n'ont pas chaud. Ce n'est pas du métal fondu. C'est juste une photo prise pendant la nuit et c'est une torche électrique qui éclaire la zone de travail. Et la zone de travail est très brillante parce qu'elle est plus éclairée que le reste. Oui, c'est ce genre de tromperie auquel j'ai dû faire face durant cette étude. Et énormément de sujets farfelus. J'en suis vite sorti. Ici, le terme vite est un peu relatif. Il m'a quand même fallu 1 an et demi rien qu'avec ce groupe se présentant comme des scientifiques. Mais cela reste assez vite. Encore aujourd'hui, bien des gens continuent à rester enfermés dans cette théorie de termites. Le groupe des architectes et ingénieurs pour la vérité du 11 septembre. Leur chef est Richard Gage, architecte. Il se focalise sur la tour numéro 7 qui s'est effondrée l'après-midi, sans raison. Ils prétendent que cela a été fait avec de la termite. Bien sûr que c'est une démolition contrôlée, mais rien à voir avec la termite. Toute personne qui soutient la théorie de termite est soit ignorant, il n'a pas compris les faits, soit malhonnête. Dans le cas de Richard Gage, on ne peut considérer l'ignorance. Il ne reste que la malhonnêteté. Ce groupe n'explique jamais pourquoi ce bâtiment a été détruit. Nous allons le voir plus tard. Le farfelu ne se limite pas à la termite. Voici une autre théorie, celle donnée par le docteur Judy Wood. Elle prétend que l'acier des tours s'est transformé en poussière. Comme preuve pour cela, elle utilise cette photo où on voit plein de poussière partout et pas de métal. Et elle dit, les tours faits de métal sont devenues poussière. Regardez, cette poussière est principalement celle des planchers de béton détruits, dispersés par les explosions. Cette poussière prend énormément de place et le métal devient invisible dans cette photo. Une autre image qu'elle utilise, c'est celle-ci, prise d'une vidéo. Les colonnes des noyaux des tours sont restées debout pendant un certain temps avant de s'effondrer à leur tour. Ce noyau est celui de la tour nord. Au moment de sa chute, les colonnes sont tombées verticalement. La poussière qui s'était déposée sur les colonnes est restée un moment dans l'air. Judy Wood s'en accapare et elle dit « Voici la preuve que le métal est transformé en poussière ». Et c'est un docteur en sciences qui ose dire cela. Elle va plus loin et elle prétend que les tours jumelles ont été démolies et écrasées par un rayon d'énergie émis du ciel. Cette puissance d'émission serait transportée dans l'espace pour écraser ces tours. L'absurdité n'a pas de limite. Une autre absurdité vient d'un ancien expert en nucléaire russe. Le fait qu'il soit russe fait revivre la guerre froide et le risque de guerre nucléaire. Il prétend que les tours ont été démolies par une petite bombe nucléaire qui était placée à 150 mètres sous le sol des tours. Et comme preuve de cela, il présente cette photo. Avec la présence de cette tour ici, on s'imagine qu'on se trouve juste à côté du World Trade Center. En réalité, c'est un simple montage Photoshop. Ils ont pris une photo faisant croire à un sous-sol fondu puis resolidifié, et ils y ont placé cette tour. Ce ne sont pas les théories farfelues qui manquent. Certains prétendent qu'il n'y avait pas d'avions qui ont frappé les tours. Toutes les images étaient faites par ordinateur. D'autres prétendent que c'est un missile qui a frappé le Pentagone. Pour d'autres, c'est un drone Global Hawk, et pour d'autres, c'est un avion militaire A3 Sky Warrior. Toutes ces théories ont été propagées par des personnes mal intentionnées. En réalité, toutes ces théories ont le but de créer de la confusion et discréditer toute critique de la version officielle. Après avoir regardé ces théories, on en arrive à la conclusion qu'elles sont fausses. On se dit que si les critiques de la version officielle sont fausses, c'est que la version officielle est vraie. Or, cela est faux. Des milliers de fausses théories ne prouvent pas la véracité de la version officielle, car elles la critiquent. Ici, nous voyons Alex Jones et Stephen Jones, mais il y en a beaucoup d'autres. Pourquoi des gens s'impliquent dans ces attentats et propagent de fausses théories? On peut imaginer une question d'ego de ces personnes qui les poussent à propager de fausses théories. Mais le danger de s'impliquer dans ces attentats est tel que cela ne peut être justifié par l'ego de ces personnes. La seule explication possible est qu'ils sont complices avec les vrais auteurs et que leur but est de créer de la confusion pour que personne n'y comprenne rien et que la vérité soit cachée comme une aiguille dans une botte de foin. Ces personnes qui ont inventé et propagé de fausses théories devraient être amenées devant la justice et jugées pour complicité avec les vrais auteurs de ces attentats. Propager de fausses théories sur ces attentats n'est pas du tout innocent. Analyser toutes ces fausses théories est une perte de temps et d'énergie. Toutes les fausses critiques de la version officielle doivent être rejetées. Et finalement, la manière dont ces attentats ont été faits doit être expliquée. Comment réaliser ces attentats autrement? En utilisant la technologie de contrôle automatique. Pour cela, il faut créer une équipe pour réaliser ces attentats. Il faudra installer le système de contrôle automatique à bord des avions pour les guider avec précision. La réalisation par une seule équipe utilisant la technologie va créer des différences de réalisation par rapport à la version officielle des 4 équipes différentes. Comparons la réalisation de 4 équipes à celle faite par une seule équipe distante. Dans le cas de 4 équipes, comme chaque avion a son pilote, chaque équipe contrôlera son avion indépendamment des autres avions. Les détournements seront faits en parallèle. Il ne peut y avoir de coordination
entre les avions puisque les pilotes ne peuvent se contacter les uns les autres. La seule ressemblance que l'on peut avoir entre différents avions, c'est le temps entre le décollage et le détournement qui devrait se ressembler. Dans le cas d'une seule équipe, pour garantir la fiabilité de l'action et ne faire aucune erreur, il est obligatoire de gérer un avion à la fois. Les détournements seront faits en série. Il y aura donc obligatoirement une coordination séquentielle des détournements. La fin d'un détournement sera proche du début du détournement suivant. Concrètement, en regardant les temps de vol des avions, on peut déterminer si c'est une équipe ou si c'est 4 équipes qui ont contrôlé les avions. S'il y a des temps similaires entre les décollages et les détournements, on peut conclure que ce sont 4 équipes qui ont contrôlé les avions, donc les terroristes étaient à bord des avions. Par contre, s'il y a des temps similaires entre la fin d'un détournement et le début du détournement suivant, on peut conclure que c'est une seule équipe qui a contrôlé les avions. Cela signifie aussi que les détournements ont été faits l'un après l'autre. La séquence probable des détournements avec 4 équipes. Il y aura décollage du premier avion, environ 15 minutes après déviation de l'avion de sa route vers les tours situées à gauche. Les routes réelles sont les lignes en orange. Dans la réalité, l'avion a dévié vers la droite, dans le sens opposé. Au moment de cette déviation à 8h14, c'est le deuxième avion qui a décollé. Lui aussi, 15 minutes après, il aurait dû dévier vers la gauche. Le deuxième avion n'a pas dévié, il a continué sa route normale. Entre-temps, à 8h20, il y a eu le troisième avion qui a décollé. Comme cet avion décolle de quelques kilomètres de sa cible, il devrait dévier rapidement, quitter sa route et retourner vers sa cible. Il devrait donc dévier de sa route environ 10 minutes après le décollage. Mais gardons 15 minutes comme les autres. Nous aurons le crash du premier avion, du deuxième avion et du troisième avion. Entre-temps, à 8h42, le quatrième avion a décollé. Et lui aussi, 15 minutes après, il devrait dévier vers la Maison Blanche et se cracher dessus. Les routes devraient être comme cela. Il n'y a aucune consistance avec les routes réelles. Nous aurons un graphique des temps semblable à celui-ci. Les actions seraient finies environ à 9h13. Dans ce graphique, le quatrième avion a décollé avec 42 minutes de retard. S'il y avait un retard normal entre 10 et 15 minutes comme les autres avions, le graphique serait différent. Il serait comme celui-ci. Ce qui veut dire qu'en ayant 20 minutes, entre 8h30 et 8h50, il y aurait eu 4 impacts d'avions sur leur cible. Cela aurait eu un effet psychologique beaucoup plus grand que ce qui s'est passé. Non, ces terroristes ont refusé de faire leur travail normal. Les trajets étant officiels des avions, c'est publié dans le rapport de la commission. Le premier avion décolle à 7h59, il dévie de sa route normale à 8h14, il se crache à sa cible à 8h46. Le deuxième avion décolle à 8h14, il dévie de sa route à 8h42 et il se crache à sa cible à 9h03. Le troisième avion décolle à 8h20, il dévie de sa route à 8h54, il se crache à sa cible à 9h38. Le quatrième avion décolle à 8h42, le rapport officiel affirme que l'avion a été détourné à 9h28, mais l'avion continue sa route normale. Pour nous, la déviation de l'itinéraire prévu est le véritable détournement, et cela se passe à 9h35. Il s'est craché au sol à 10h03. La séquence réelle des événements était celui-là. Premier avion décolle à 7h59, à 8h14 il dévie vers la droite, et puis il redévie à 8h26, et il est proche de sa cible à 8h42. À ce moment, c'est le deuxième avion qui dévie de sa route, et le dernier avion qui était en attente sur le tarmac décolle. Le premier avion impacte sa cible à 8h46. Un peu après, à 8h50, le deuxième avion commence à tourner vers sa cible. Peu après, à 8h54, c'est le troisième avion qui quitte sa route. Le deuxième avion impacte sa cible. Le troisième avion continue sa route. Et à 9h35, quand il est proche de sa cible, c'est le quatrième avion qui dévie de sa route. Et le troisième avion impacte sa cible à 9h38 et le quatrième avion se crache au sol à 10h03. Voici le graphique des temps réels. Les temps entre décollage et déviation sont 15 minutes, 28 minutes, 34 minutes, 53 minutes. Avant de dévier de sa route, le dernier avion avait eu un retard de 42 minutes. S'il y avait des terroristes dedans, ils auraient dû se dire « Nous sommes très en retard, nos amis ont dû déjà avoir fini, nous avons intérêt à détourner au plus vite. » Et non, dans ce cas-là, ils attendent 53 minutes, beaucoup plus que les autres, et il détourne l'avion juste 3 minutes avant l'impact du Pentagone. Les zones rouges étant les temps de vol en situation détournée, la succession de ces zones rouges montre clairement que les détournements ont été faits successivement l'un après l'autre. C'est totalement consistant avec une opération faite par une seule équipe et est impossible à faire par 4 équipes différentes.
Nous pouvons affirmer que les avions ont été détournés par une seule équipe, mais n'allons pas trop vite. Avec insistance, tentons de réaliser cela avec 4 équipes différentes. Une possibilité est de prévoir des temps de détournement fixes à l'avance. Comme les retards au décollage sont impossibles à prévoir à l'avance, il est impossible de prévoir des temps de détournement fixes à l'avance. Une autre possibilité est que chaque équipe qui approche de sa cible prend le téléphone et appelle l'équipe suivante pour leur dire « Les amis, nous arrivons à la fin de notre action, c'est à votre tour, on se retrouve au paradis ». C'est complètement absurde comme comportement. Même si on imagine que les pilotes terroristes avaient des moyens de communication, l'équipe suivante est assise dans les sièges passagers. Ils n'ont pas de téléphone, donc pas de communication possible. Imaginons un miracle et que la communication était possible. Dans ce cas, vu le retard anormal du 4e avion, la 2e équipe aurait dû appeler la 4e équipe qui devait décoller au même moment qu'eux et non la 3e équipe. Il est donc réellement impossible de réaliser cette succession par 4 équipes de terroristes. Il est donc certain que les avions ont été contrôlés par une seule équipe. Et nous sommes en janvier 2003 où je découvre cette succession. Mais que faire de cette découverte? Je suis un simple employé, je n'ai pas les moyens de propager cette information. Faute de moyens, j'apprends qu'il y a des forums sur le net. Et je m'inscris et commence à discuter. En 2004-2005, je suis dans le forum Let's Roll 911. Il y a pratiquement que des idées farfelues. Je me dis probablement que ce sont des gens qui n'ont pas les capacités intellectuelles et racontent n'importe quoi. Fin 2005, il y a la création de Scholars for 9/11 Truth, les scientifiques pour la vérité du 11 septembre, par 2 professeurs d'université, Jim Fetzer et Stephen Jones. Je me dis le problème des capacités intellectuelles des participants sera résolu, on va pouvoir tout mettre sur la table et tout découvrir. Janvier 2006, les discussions commencent dans le forum privé ST911. Je propose la succession des détournements, il y a quelques réponses puis le sujet est mis de côté. En attendant, je commence à analyser les autres théories. 2006-2007, la destruction des fausses théories. Durant ces discussions, je détruis la majorité des théories qui sont proposées. La thermite, la nanothermite, l'acier fondu. Certains prétendent qu'il y avait un missile sous le 2e avion, le UA-175, c'est un effet d'optique. D'autres prétendent que ce 2e avion est un avion cargo militaire, prétexte, on ne voit pas les fenêtres. L'avion du Pentagone sera un drone, un avion militaire, un Boeing 757. Le rayon d'énergie venant du ciel et écrasant les tours, et bien d'autres qu'il est inutile de citer. En détruisant ces fausses théories, j'étudie les preuves, je rejette les fausses et je reconstruis les faits. L'attentat du Pentagone est éclairci. Je débute l'étude de la structure des tours jumelles et leur destruction. En août 2006, voyons que les théories farfelues persistent parmi les présumés chercheurs de vérité. Je décide d'écrire une lettre officielle au président des États-Unis, George W. Bush, dans la Maison-Blanche. La lettre est postée le 7 septembre 2006. Plus tard, je renvoie la lettre et aussi d'autres lettres à Obama et Trump. Encore aujourd'hui, en 2021, toutes ces 11 lettres restent sans réponse. Le gouvernement des États-Unis n'a pas d'explication pour la succession des détournements des avions du 11 septembre 2001. Milieu 2007, toutes ces théories sont fausses et leurs auteurs sont des scientifiques, des professeurs d'université. Il est clair que le but de ces gens est de créer de la confusion, occuper les esprits dans des fausses théories et ne jamais parler de la vérité qui dérange. Je leur dis cela et je suis banni du groupe. Mais ce n'est pas la raison essentielle de mon bannisme. Avant d'être banni, un membre me pose une question. Que penses-tu de la théorie de Dr Bazant, Dr Zdenek Bazant? D'après lui, la chaleur a affaibli les colonnes et toutes les colonnes ont flambé en même temps. Cela a créé une chute libre d'un étage de la partie au-dessus de l'impact. L'impact avec l'étage inférieur a créé une charge apparente 8 fois supérieure. Comme la structure inférieure n'est pas calculée pour résister à cette charge, elle va céder, créant une répétition jusqu'au sol. Mais ce monsieur n'a pas tenu compte des colonnes du noyau. Les colonnes du noyau ne peuvent flamber. Elles sont conçues pour y résister. Même si on ne tient pas compte du noyau, ce genre de flambage synchronisé de toutes les colonnes extérieures est impossible. Et puis, l'impact avec l'étage inférieur ne se fait pas en un bloc avec un choc instantané partout. Ce n'est pas sûr que l'étage inférieur va se casser. Même si on imagine 1 ou 2 étages qui se cassent, la partie supérieure devrait aussi se casser et le poids de l'impact va devenir de plus en plus petit. Une chute jusqu'au sol n'est pas possible. Ce rapport est faux. Puis il apparaît que ce rapport a été publié le 13 septembre 2001, soit 2 jours après les attentats. Moi, on me demandera de publier un rapport là-dessus, je prendrai au grand minimum 1 mois, pour bien faire plusieurs mois ou même années. Mais qui est cette personne? C'est un des plus grands professeurs en résistance des matériaux. Ce n'est pas un ignorant.
Mais pourquoi cet éminent professeur s'est empressé à mettre sa signature et son nom dans le bas d'un faux rapport de ce type sur des événements dont il n'est pas impliqué? Je n'ai pas d'explication. Toute personne peut être amenée à se justifier devant des juges. Il faut avoir des solides soutiens financiers, politiques et judiciaires pour oser faire cela. Quand la question est posée ainsi, la réponse est simple. Ce genre de soutien aux États-Unis est dans la main du lobby sioniste israélien. Est-ce que cette personne a des liens avec ce lobby? Pour avoir ces liens, il devrait être d'origine juive. Donc je commence à chercher si cette personne est d'origine juive. Après des recherches, je constate effectivement qu'il est bien d'origine juive. Seule sa judaïté explique son implication. Cela ouvre la porte de l'implication des sionistes dans le 11 septembre. Nous sommes en 2007. Depuis janvier 2003, 4 ans et demi sont passés. Mettons-nous un peu à sa place. Pendant la conception des attentats, si le Mossad vient lui demander son aide pour concevoir la destruction des tours, il ne peut refuser. Sinon, il est mort ou pour le moins exclu de toute la vie du lobby juif aux États-Unis. Et il fallait de la bonne conception pour démolir les tours. Elles étaient construites très solidement. Cette conception de la démolition devait aussi inclure une explication acceptable et causée par les impacts des avions. Le rapport que Dr Bazant a publié le 13 septembre 2001 était donc prêt depuis que la méthode de démolition était fixée, soit plusieurs années avant. Il suffisait qu'il le sorte et le donne à un média pour être rapidement publié. Il est aussi possible que le rapport était dans la main d'autres personnes mieux placées pour la publication. À partir de là, j'ai commencé à analyser les origines des personnes impliquées dans ces attentats. Faisons un petit saut dans le temps. 10 ans après, j'avais réalisé une liste de ces personnes. Nous allons juste la parcourir. Faux rapport et faux témoins. Zdenek Bazan, Tim Donald Timmerman. Tim Donald Timmerman est le seul pilote civil qui a témoigné avoir reconnu le Boeing 757 qui a frappé le Pentagone sans aucun doute. Nous allons voir que c'est un mensonge. Des personnes détenues le jour du 11 septembre ou d'autres reportées plus tard. Les Israéliens dansant, Urban Moving System ou Israeli Spying. Le locataire et le propriétaire, Larry Silverstein et Lewis M. Eisenberg. Les contrôleurs aériens, Peter Zalewski et Ben Sliney. Peter Zalewski a aidé au contrôle des avions. Ben Sliney a été utilisé à son insu. Il commençait ce jour-là sa fonction de contrôleur général de cette zone. Il a été confronté à ces attentats et il a pris la décision de faire atterrir tous les avions des USA. Le commandant supérieur de l'armée, colonel Robert Marr, il a retardé l'intervention des avions militaires de surveillance de l'espace aérien. Les auteurs du rapport de NIST, Richard Bukowski, Nicolas Carino et William Jeffrey. William Jeffrey est le directeur. Ils ont écrit un faux rapport. Les auteurs du rapport de FEMA, Ronald Hamburger, William Baker, Jonathan Barnett, Harold Nelson, ils ont écrit un faux rapport. Les auteurs du rapport de la SCE sur le Pentagone, James Harris, Gerald Haynes, Paul Mlakar. Mlakar est directeur technique. Évidemment, le rapport est aussi mensonger. Les auteurs du rapport de la Commission nationale pour le 11 septembre, Thomas Keane, Lee Hamilton, Fred Fielding, John Lehman, Jamie Gerlich, Slade Gorton, ils ont écrit un faux rapport. Le juge chargé des plaintes sur le 11 septembre aux États-Unis, Elwin K. Hellerstein, il a empêché toutes les plaintes d'aboutir. Les faux chercheurs, Alex Jones, Stephen Jones, Victoria Ashley, Jim Hoffman, Judy Wood, Morgan Reynolds, Eric Barth, Jean-Pierre Petit, Dylan Avery, Correro, ils ont envoyé les chercheurs indépendants dans des voies de garage. Certains, tels que Stephen Jones, sont mormons. Au début, il y avait deux associations, 9/11 Truth et Justice for 9/11. Donc la vérité du 11 septembre et Justice pour le 11 septembre. Leur directeur était Marc Berger, David Kubiak, Janice Matthews. Ils ont fait semblant de porter plainte pour que d'autres ne le fassent pas. Il y a aussi de courageux juifs qui accusent les Israéliens pour le 11 septembre. Alan Sabrowski. Revenons à la chronologie du temps. Nous sommes en 2007. Je m'intéresse aux origines juives des personnes, y compris dans le forum où je discute. C'est la principale raison de mon bannissement du groupe des scientifiques pour la vérité du 11 septembre. 2008, premier contact avec Reopen 911, forum francophone, banni pour avoir parlé d'Eric Hufschmidt, considéré comme antisémite. Tout propos insinuant l'implication d'Israéliens est catégoriquement banni. L'argument est simple, on ne veut pas être pris pour des antisémites. Cet argument permet d'empêcher toute recherche sur les sionistes. 2009, inscription sur Facebook. 2010, rejet de Jim Fetzer qui soutient la théorie de l'absence d'avion. 2011, contact avec les familles des victimes. Certains me disent avoir revécu les attentats. Je cesse de les contacter, sauf ceux qui sont ouvertement actifs et capables de faire face à la vérité. 2015, une famille de victimes me pose la question. Que penses-tu du PNAC, Project for the New American Century, le projet pour le nouveau siècle américain? En 2004, David Ray Griffin avait écrit un livre, The New Pearl Harbor, le nouveau Pearl Harbor.
qui parlait du PNAC et le présentait comme un groupement de banquiers, de marchands d'armes et de pétrole qui ont tout intérêt à créer des guerres. Ils auraient fait le 11 septembre pour cela. Les boucs émissaires sont des banquiers et marchands d'armes. C'est trop simple. Un groupe d'amis financiers qui ont commis ces attentats? Faut-il ce genre d'attentat pour vendre des armes et du pétrole? Désolé, c'est non. Sur cette base, j'avais laissé ce sujet comme une théorie du complot. Avec cette demande de la famille de victimes, j'ai repris l'étude sur le sujet de plus près. Le PNAC, c'est un think tank néoconservateur américain, une véritable association avec bureaux, secrétaires, membres, réunions, stratégie, influence, lobbying. Il se présente comme Project for the New American Century, 1150 17th Street, Washington, D.C. Téléphone et fax. Ils sont situés à quelques rues de la Maison Blanche. La Maison Blanche est ici. Eux, ils sont situés là. Ils sont fondés en 1997 par William Kristol et Robert Kagan. Cessation des activités en 2006. Leur existence couvre parfaitement les attentats. Quelques années pour les préparer et quelques années après pour suivre les conséquences. Leur but affiché est le renforcement de l'armée américaine. Ils publient en septembre 2000 un document principal représentant les développements à faire pour reconstruire la défense des États-Unis. Ce document contient le passage suivant. De plus, le processus de transformation, même s'il apporte un changement révolutionnaire, sera probablement long en l'absence d'un événement catastrophique et catalyseur, comme un nouveau Pearl Harbor. En novembre 2000, ce groupe arrive à élire George W. Bush à la présidence, un simple d'esprit qu'ils peuvent facilement manipuler. Puis, ils démarrent les préparations des attentats. C'est l'équipe de design du projet. De toutes leurs réunions, il n'y a que très peu de documents publiés. Si on creuse, on va trouver des marchands d'armes et des financiers qui ont tout intérêt à créer des guerres. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Les fondateurs du PNAC. Les fondateurs sont les personnes les plus importantes qui définissent le but d'une association. Dans le cas du PNAC, ce ne sont pas des marchands d'armes ni de pétrole. Ils ne sont pas des financiers non plus. Les fondateurs sont deux leaders du sionisme américain, William Kristol et Robert Kagan. Et ceci n'a rien de secret. Donc, ces personnes travaillent pour Israël et le sionisme. Le vrai nom devrait être Project for the New Israeli Century, PNIC. Le projet pour le nouveau siècle israélien. Les États-Unis existent depuis plusieurs siècles. Un nouveau siècle américain n'a pas de signification. Mais pour Israël, la situation est un peu différente. La première génération de guerriers sionistes était en train de décéder. Les nouvelles générations n'étaient pas aussi guerrières. Ils allaient devenir plus faibles. Et cela pouvait mener à la fin d'Israël. Il y avait donc un besoin pour une stratégie pour avoir un nouveau siècle pour Israël. Ce nom était juste une transposition mentale d'Israël vers l'Amérique. Ce groupe a toute l'équipe Bush à son service. Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Richard Armitage, Dick Cheney, Lewis Libby, John Ellis, Jeb Bush, John Bolton, Donald Kagan, le père de Robert Kagan. Dans leur cas, c'est une affaire de famille. Robert Kagan est républicain. Son épouse Victoria Nuland est démocrate. Et Victoria Nuland n'est pas n'importe qui. Elle était la représentante d'Obama auprès de l'Union européenne. Et en 2021, elle est devenue secrétaire d'État aux affaires politiques. Qui que ce soit élu, la famille Kagan est dans la Maison-Blanche. Regardez bien ces 10 images, utilisées par les complotistes et David Ray Griffin. Les fondateurs ne sont pas montrés. Ils ont utilisé 2 fois Dick Cheney et Donald Rumsfeld. Au moins, dans une des deux, ils auraient dû utiliser les fondateurs. Les complotistes sont ainsi. Ils montrent plein de choses, mais jamais l'essentiel. Ils font juste jeter de la poudre aux yeux. Mais pourquoi Israël a créé cette équipe en 1997? Que se passait-il en Israël en 1997? C'est là que nous revenons au début des événements. Le 4 novembre 1995, Yitzhak Rabin est assassiné par un extrémiste juif en pleine négociation de paix avec les Palestiniens. C'est le début de la fin des pourparlers de paix. Shimon Peres le remplace pour quelques mois. Aux élections de 1996, la droite du Likoud est vainqueur. Le camp du meurtrier gagne les élections. La société israélienne bénit le meurtrier de Rabin. Benjamin Netanyahou est élu Premier ministre. Il le restera jusqu'en juillet 1999. Cette photo de Netanyahou avec Yasser Arafat montre la réalité de la vision de Netanyahou sur Yasser Arafat et les Palestiniens. Il veut en finir avec Yasser Arafat et les Palestiniens. La paix, il n'en voulait pas. Il n'en veut toujours pas. Mais il y avait une opinion publique mondiale positive sur les Palestiniens qui se sont assis sur la table des négociations. Il fallait d'abord changer cela et noircir l'image des Palestiniens. Dès son arrivée au pouvoir, il enclenche la machine de stratégie guerrière.
Changer cela passe par la réalisation d'attentats attribués à des arabo-musulmans, pas directement aux Palestiniens. Ce sera trop direct, les Palestiniens nieront leur implication. On se contentera d'impliquer des arabo-musulmans et on y ajoutera les Palestiniens. À cela, les Palestiniens ne peuvent rien faire. En quelques mois, la décision est prise. Les préparations commencent. Avril 1997, création de Urban Moving Systems, société de déménagement pour la logistique. Il fallait que la société soit déjà implantée dans l'environnement. Juin 1997, création du PNAC pour le design des attentats. Le groupe décideur qui a ordonné de faire ces attentats est donc le premier gouvernement de Netanyahou, Benjamin Netanyahou en personne. Il faut détruire 2 tours d'acier et le cacher. Comment faire? Faire appel aux experts, bien sûr. C'est là que Dr Bazant entre en scène. Bazant définit la méthode de démolition et l'explication nécessaire pour la mettre sur le compte des avions. Nous sommes en 1997. Il reste encore à définir la mise en œuvre. Pour cacher les faits, il faut cacher le noyau et montrer les colonnes extérieures comme structure principale. Il demande à Bungel S. Taranat d'écrire une nouvelle révision de son livre de 1988. Celui-ci est la version initiale de 1988 et celui-ci est la seconde édition de décembre 1997. Dans cette révision, il prétend qu'une structure rectangulaire du type G est utilisée dans les colonnes extérieures et pas la structure contreventée du type C dans le noyau. Dans la révision 1, il dit « Dans les années 60, ce n'était plus un méfait de cacher une structure solide derrière un extérieur plus esthétique, soit la configuration des tours jumelles. » La stratégie du PNAC. Choisir George W. Bush comme candidat présidentiel. Premier contact en avril 1998. Personnalité faible, ils pourront lui faire ce qu'ils veulent. Continuer le design des attentats et préparer le coupable. Explosion de l'ambassade des USA au Kenya le 7/8 1998, attribuée à Ben Laden sans que personne ne revendique. Le 12 octobre 2000, attaque de USS Cole dans le port d'Aden, au Yémen. Mis sur le compte d'Al-Qaïda, mais les responsables n'ont pas été clairement identifiés. En pleine campagne électorale, ils publient leur fameux document « Reconstruire l'armée américaine ». C'est un slogan de propagande de droite. En novembre 2000, ils arrivent à élire Bush à la présidence. Rappelez-vous les tricheries qui y ont été utilisées. Puis les derniers préparatifs ont démarré. Le 20 janvier 2001, il y a l'investiture de Bush. 5 jours après, il y a l'envoi du premier document interne au gouvernement américain qui parle d'Al-Qaïda à la place d'Al-Qaïda. En mars 2001, il y a élection en Israël. Netanyahou cède sa place à Sharon qui devient Premier ministre. Ce n'est pas normal cette situation, car c'est enlever le jeune qui a déjà été Premier ministre et le remplacer par le vieux. Mais il y avait bien des raisons pertinentes. Sharon était plus franc-tireur pour exterminer les Palestiniens après le 11 septembre à venir. Et surtout, il est déjà vieux. S'il est inculpé, la perte sera plus faible. Netanyahou prendra sa place. En fait, il n'a pas été inculpé. Seule la justice divine a pu l'arrêter. Elle l'a condamné au coma pendant 8 ans avant de décéder en janvier 2014. Une autre raison était que Netanyahou était occupé à préparer les attentats du 11 septembre. Il devait rester hors des radars médiatiques. Cela exclut la fonction de Premier ministre. Tout est en place pour accueillir les attentats, mais il ne faut pas les exécuter immédiatement. Il faut attendre après les vacances. En début d'année scolaire, période où il est impossible d'organiser des manifestations de protestation, car tout le monde est occupé à inscrire ses enfants aux écoles. Ainsi, toute protestation populaire est évitée et le peuple est muselé. Durant l'année 2001, un grand nombre d'agents israéliens entrent aux États-Unis. C'est le cercle d'espionnage israélien, Israeli Spying en anglais. Des agents du Mossad, des lieutenants de l'armée et même des étudiants d'art de l'université de Tel Aviv. En les appelant cercle d'espionnage israélien, Fox News convertit les criminels exécutant des attentats en agents d'espionnage intelligents qui protègent l'humanité contre les terroristes. Il prépare 5 à 6 000 explosifs autonomes réglables et déclenchables à distance par signaux similaires au GSM. Ils suivent et tuent les présumés terroristes arabes et récupèrent leurs documents d'identité. Les étudiants d'art, probablement de théâtre, préparent les appels téléphoniques à tenir avec les familles des passagers en utilisant des logiciels de changement de voix. 6 semaines avant les attentats, un ami de Netanyahou, Larry Silverstein, a loué les tours jumelles pour 99 ans. Tous les accès aux bâtiments sont contrôlés par des sionistes. La Port Authority de New York-New Jersey, propriétaire des tours, était dirigée par Lewis M. Eisenberg, un autre sioniste. Et Larry Silverstein a inclus dans l'assurance des tours une clause spéciale contre les attentats terroristes. Pour chaque attentat, il a demandé 3,5 milliards. Au total, ça fait 7 milliards de dollars. Même s'il n'a pas reçu autant, faire une assurance pareille est suspect. D'après la déclaration de Daria Cord, un gardien de la tour Nord,
Le dernier jeudi avant les attentats, les chiens renifleurs d'explosifs qui surveillaient les entrées des tours depuis 1993 sont retirés. Le même jour, les explosifs sont introduits dans les tours et stockés dans un étage libre. Du jeudi 6 au dimanche 9 septembre midi, les explosifs sont installés aux endroits prédéfinis en passant par les cages d'ascenseurs. Dans les étages inférieurs en dessous de 44, les emplacements sont tous accessibles par les ascenseurs rapides. Les travaux peuvent se faire pratiquement pendant l'occupation des bâtiments. Pour les étages plus hauts, il est nécessaire d'accéder au bureau. D'après la déclaration de Scott Forbes et de Gary Corbett, les travailleurs dans les tours jumelles, il y a eu un block-out dans les étages supérieurs des tours et le courant est coupé du vendredi fin de journée au dimanche midi. Cela a garanti que les bureaux soient vides pour permettre l'installation des explosifs dans les étages supérieurs. Quelques minutes après le premier impact, ces Israéliens dansants ont été vus en plein joie, occupés à faire des photos souvenirs avec la tour nord en feu derrière eux. Dans une des photos, une personne tenait un briquet allumé dans la main. Cela signifie qu'ils savaient que les tours allaient s'effondrer. Leur camionnette blanche contenait des traces d'explosifs. Ces personnes ont participé à l'installation des explosifs dans les tours. C'est pourquoi ils savaient que les tours allaient s'effondrer. Leur camionnette blanche appartenait à la société Urban Moving Systems, fondée en avril 1997 pour la logistique des attentats, une base d'opération du Mossad. Le directeur de Urban Moving Systems, Dominique Souter, est interrogé par le FBI le jour du 11 septembre. 3 jours après, le 14 septembre, le FBI revient pour l'interroger. Il est introuvable, probablement parti en Israël. Ces personnes sont gardées en détention pendant 10 semaines, puis relâchées pour retourner en Israël où ils apparaissent dans une chaîne de TV locale et justifient leur présence par « Nous étions là pour documenter l'événement ». Cela implique au moins une connaissance à l'avance de ces attentats. Voici le procès-verbal de l'arrêt des Israéliens dansant par la police. La date est le 11 septembre 2001 à 15h56. On peut reconnaître les noms des personnes. Le conducteur Sivan Kurzberg, Yaron Shmuel, Paul Kurzberg, Oded Elner, Omer Marmari. Il y a beaucoup d'informations sur eux. Avec insistance, un chercheur de vérité a réussi à obtenir les photos des Israéliens dansant en possession du FBI. Mais le FBI a d'abord caché le visage des personnes et ils ont enlevé les tours du fond de l'écran. Cette photo est celle de la personne qui tient un briquet dans la main. On peut aussi voir que la date indiquée est le 10 septembre 2001 et non le 11. Pourquoi? Il est possible qu'ils aient réglé la date à un jour en retard pour éviter que leurs photos soient utilisées en justice. Ils ont fait plusieurs photos. Ici, ils sont sur le dernier toit de leur bâtiment, avec bonne vision des tours jumelles dans le fond de l'écran. Regardez bien ce bâtiment derrière eux. En utilisant Google Earth, j'ai pu retrouver leur place et faire une image de la vue avec les tours jumelles derrière eux. Ils ont fait la première photo ici et la deuxième photo ici, sur le dernier toit. Derrière eux, on voit clairement Liberty Tower qui a remplacé le WTC 7. Le bâtiment derrière eux est celui-ci avec façade en rouge. Ce bâtiment a subi des travaux et la façade a été renouvelée. C'est visible dans l'historique de Google Earth. Leurs premiers mots aux policiers sont « Nous sommes Israéliens, nous ne sommes pas votre problème, vos problèmes sont nos problèmes, les Palestiniens sont le problème ». Les seules informations qui lient les Palestiniens aux attentats du 11 septembre sont ces propos. Et ils sont dits par des Israéliens qui étaient en plein joie, occupés à réaliser des photos souvenirs avec les tours en feu. Pour le moins, il y a un problème d'inversion. Et ces propos sont tenus en toute liberté. Les personnes ne sont pas encore inculpées. Ils ont tenté de tromper le policier pour être relâchés, mais en faisant cela, sans s'en rendre compte, ils ont dit la vérité qui se trouvait dans leur esprit. Ils ont dit la raison de leur présence aux États-Unis. La raison de leur présence aux États-Unis est de résoudre le problème des Palestiniens, autrement dit noircir les Palestiniens. Ici, Netanyahou veut dire à Yasser Arafat « Je vais te manger, toi, tu as intérêt à avoir peur de moi ». Le dimanche 9 septembre 2001 après-midi, les deux tours sont prêtes pour être détruites par lancement d'un logiciel dans un ordinateur portable. Le lundi 10 septembre 2001 est un jour de travail normal et Netanyahou arrive à New York. Il va assister aux attentats en direct par le balcon VIP. Il n'aura raté pour rien au monde l'exécution des attentats qu'il avait commandités des années avant. Le mardi 11 septembre 2001, les avions entrent en scène. Mais quels avions? Ce sont des avions convertis en missiles Tomahawk, capables de se guider d'une manière autonome et de retrouver leur cible sur base de récepteurs GPS. Ce missile est produit par la société Raytheon. Le système de guidage du missile est composé d'un boîtier de contrôle. Celui-ci contient un capteur GPS, comme dans nos smartphones, un indicateur d'orientation, un gyroscope électronique, aussi dans nos smartphones, un récepteur émetteur satellite pour les communications, similaire au récepteur GSM. Il y a aussi 3 servomoteurs pour les ailerons verticales
horizontale et la vitesse du moteur. Il y a aussi quelques entrées-sorties digitales, dont une pour l'électrovanne de carburant. Il y a aussi une sonde d'altitude précise pour l'approche finale. Pour adapter le système de contrôle du Tomahawk dans l'avion, la carte principale reste inchangée. La sonde d'altitude précise n'est pas nécessaire, sauf pour le Pentagone qui est très bas. Seuls les petits servomoteurs électriques doivent être remplacés par des plus grands. Le 1er octobre 2001, soit 19 jours après les attentats, Raytheon, la société qui produit les missiles Tomahawk, a annoncé avoir fait des développements sur les Boeing 727 et 737. Aucune raison de faire du développement sur des Boeing 727. Il n'était plus produit depuis 1984. En fait, ce devait être un Boeing 757. La conception de ces moteurs a été faite par David Kowalczyn, un ingénieur mécanicien de Raytheon. Passager du premier avion, mort dans cet avion. Il pensait travailler sur des Boeing 757 et il a embarqué sur un Boeing 767. Or, les cockpits de Boeing 757 et 767 sont identiques. Un seul engin était nécessaire pour les 4 avions, le fameux Boeing 727, et un design différent pour l'avion du Pentagone, le Boeing 737. Avec ces équipements installés sans être activés, l'avion réagit normalement et peut décoller et atterrir comme d'habitude. Dès les secondes après l'activation du système par communication satellite, le système remplace les pilotes humains et gère le contrôle de vol comme un missile. L'avion devient un missile. Le système injecte un gaz incolore inodore dans le système de ventilation de l'avion. Les pilotes deviennent inconscients en 10 secondes et meurent dans la suite. Dans les 1 à 2 minutes qui suivent, tous les passagers meurent. Notons que ce système n'a pas besoin de faire décoller ou atterrir, puisque l'avion est déjà en l'air et qu'il ne va pas atterrir dans un aéroport. Ce détail est important pour la conception, et ils ont dû en tenir compte. Ils ont transposé cela aux terroristes, et ils ont reporté dans les médias que certains terroristes ont demandé à apprendre à piloter sans décoller ni atterrir. Avec les informations que nous disposons, nous pouvons expliquer comment les avions ont été contrôlés. À 7h59, décollage du premier avion. À 11. À 8h13-29, le contrôleur Peter Zalewski donne un ordre de tourner de 20 degrés à droite. 2 secondes après, le pilote confirme la demande. 16 secondes après, à 8h13-47, le contrôleur donne un deuxième ordre pour monter à 35 000 pieds. Et là, pas de réponse des pilotes. Que s'est-il passé pendant ces 16 secondes? Les pilotes sont passés de tout à fait normal au silence complet. Et cela se passe entre les 2 ordres de la tour de contrôle. Simple perte de communication? Non, pas possible. Imaginons-nous que la plus improbable des coïncidences s'est passée, et qu'au moment où les pilotes confirment l'ordre, les terroristes entrent dans le cockpit. Ils devaient déjà courir avant. Que vont-ils faire? Couper la tête des pilotes avec les cutters et laisser le sang sortir et éclabousser le tableau de bord et devoir transporter le corps des pilotes? Non, ce n'est pas réaliste. Ils vont demander aux pilotes de quitter leur siège, ceux-ci vont refuser. Ils ont la responsabilité de l'avion et des passagers. Une discussion va débuter, et cela prendra plus de 16 secondes. Les pilotes auraient dû répondre au deuxième ordre. Leur silence n'est pas normal. Mais que s'est-il passé? Pourquoi ces 2 ordres? Le contrôleur Peter Zalewski justifie ces 2 ordres par le fait qu'il y avait un autre avion qui venait de droite et qu'il devait séparer ces 2 avions. Il dit « Je lui avais donné l'ordre de monter à 28 000 pieds, puis à 29 000 pieds. J'aurais pu le laisser aller, mais il demandait de monter plus vite. Comme je suis un super contrôleur aérien, je l'ai fait tourner à droite et je lui ai donné la permission de monter immédiatement. Je devais le faire ramener à sa route, mais après le deuxième ordre, il n'a pas répondu. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'au moment de ces ordres, l'avion n'était pas à 29 000 pieds, il était à 25 900 pieds. Et dans les transcriptions des communications, les pilotes n'ont jamais demandé à monter plus rapidement. Si l'avion avait continué sa route normale, il serait à 29 000 pieds au moment du croisement, soit 2 000 pieds en dessous de l'autre avion. Le minimum imposé par le règlement de l'aviation est de 1000 pieds. Il y avait largement de distance entre les 2 avions. Le faire tourner à droite n'a servi à rien, si ce n'est à allonger sa route. Ces 2 ordres n'étaient donc pas justifiés du tout. En réalité, ces 2 ordres ont été donnés pour vérifier que le système a bien fonctionné et que les pilotes sont morts. Pour ce faire, il fallait donner un premier ordre pour établir la communication, enclencher le système de missiles, attendre un peu et donner un deuxième ordre pour vérifier que les pilotes sont morts. L'absence de réponse le confirme. L'avion est sous le contrôle de missiles. Dans les secondes qui suivent, le gaz se propage à tout l'avion et les passagers sont tués dans leur siège. Et que s'est-il passé en détail? L'équipe qui allait contrôler les avions avait tout préparé à l'avance et encodé le code de système de missiles à bord de l'avion, établi la communication avec, fait les premières vérifications, encodé la commande d'activation sur son écran et attendait le premier ordre du contrôleur aérien Peter Zalewski.
Dès le début de la réponse des pilotes, l'équipe appuie sur le bouton Enter et envoie la commande d'activation au système de missile. Immédiatement, le système est activé, la vanne de fuel est ouverte et le gaz est injecté dans le système de ventilation en commençant par le cockpit. Les pilotes sont inconscients en 10 secondes et sans se rendre compte de rien. En laissant 5 secondes de réserve, Peter Zelewski donne son deuxième ordre. L'absence de réponse de la part des pilotes confirme l'agonie des pilotes et le bon fonctionnement du système. L'avion est sous le contrôle de l'équipe technologique. Le contrôleur, Peter Zelewski, ne reporte pas l'incident aux autorités. Il continue à tenter de contacter le AA-11 pendant 10 minutes et retarde l'intervention des avions militaires. C'est notamment pour cela qu'aucun avion n'a été intercepté, mais aussi à cause que le plus haut gradé de l'armée à ce moment était Robert Marr et il a fait traîner les choses. Le contrôleur Peter Zelewski a donc aidé l'équipe qui a contrôlé les avions. Il en faisait donc partie. Il est toujours libre et les médias le présentent même comme un héros. À 8h14, il y a le décollage du deuxième avion. À 8h20, décollage du troisième avion. À 8h26, toutes les vérifications sur l'avion sont faites. Il manque un dernier réglage d'ajustement précis. C'est la principale différence entre un missile et un avion. Le missile réagit rapidement et peut tourner rapidement, mais un avion a besoin de beaucoup plus de temps. C'est un réglage des paramètres de guidage. En faisant une rotation de plus de 90 degrés à l'avion, des mesures sont faites et les valeurs de ce réglage sont calculées. Ces oscillations ici, juste après la rotation, sont les oscillations utilisées pour le calcul des paramètres précis. Vers 8h30, l'avion est complètement prêt pour frapper la tour nord. L'équipe le suit jusqu'au tout près de la tour. À 8h42, l'avion vole à la bonne altitude et bonne direction. Il le laisse aller à sa cible en vol autonome et débute le contrôle du deuxième avion qui dévie de sa route. Le dernier avion qui attendait sur le tarmac avec ses passagers est libéré et décolle. Cet avion était le dernier. Il fallait le retarder au maximum pour l'empêcher d'aller trop vers l'ouest, avant que l'équipe ne puisse s'en occuper. Ce maximum est justement avant l'impact du premier avion. Sinon, après cela, Ben Sliney, qui avait commencé ce jour-là, pouvait bloquer tous les décollages. À 8h46, le premier avion frappe la tour nord. L'équipe de contrôle était dans la tour WTC-7 qui s'est effondrée dans l'après-midi. L'avion est passé au-dessus de leur tête et a frappé la façade en face d'eux. Immédiatement, ils vérifient l'étage et la position horizontale de l'impact. Tout est parfait. Le système a fonctionné à merveille. Cela est confirmé vers 8h49. L'équipe est euphorique et confiante en le système de contrôle. À 8h50, comme les deux premiers avions sont identiques, il donne tous les réglages au deuxième avion et l'envoie vers la tour sud. Il vérifie qu'il tourne bien vers sa cible et le laisse aller. À 8h54, ils prennent le contrôle du troisième avion. Le font dévier vers le sud et baisse son altitude. Il disparaît des radars. À 9h03, impact avec la tour sud. Impact moins précis, mais impact quand même. L'imprécision et la rotation maximale au dernier moment sont consistantes avec le système de guidage du Tomahawk. Les deux avions ne sont pas parfaitement identiques, donc le réglage de précision est légèrement différent et la distance à sa cible est encore un peu petite. L'avion oscillait encore. Au dernier moment, le système de guidage s'est rendu compte qu'il quittait sa cible, alors il a viré au maximum pour quand même la frapper. L'avion a failli rater sa cible. Ils ont dû se dire « ce n'est pas un jeu, il faut faire attention ». À environ 9h10, crash à basse vitesse du troisième avion dans les montagnes peu habitées de la Virginie occidentale, décollage d'un Boeing 737 spécialement préparé pour cet usage avec mesure d'altitude précise. Cet avion est un vrai missile complet, sans passagers, mais avec un bras d'atterrissage et pièces de moteur de Boeing 757. Il y a aussi à bord une boîte noire préenregistrée et une bombe qui explosera au moment de l'impact pour brouiller les pistes. La bombe a explosé à l'intérieur et n'a pas tellement changé les dégâts sur la façade. 9h35, ce Boeing 737 est proche de sa cible, le Pentagone. Il vole à la bonne altitude et dans la bonne direction. Il le laisse aller à sa cible et commence le contrôle du dernier avion. 9h38, le Boeing 737 frappe le Pentagone. 10h03, le dernier avion est crashé au sol dans un endroit montagneux peu habité. La démolition de la tour sud. L'équipe de contrôle était située dans la tour WTC-7 qui s'est effondrée dans l'après-midi. Ils étaient trop proches de la tour nord, première frappée. Ils devaient vérifier l'effondrement de la première tour démolie. Ils ne pouvaient démolir la tour la plus proche en premier lieu. Ils risquaient de recevoir des débris sur eux. Ils ont attendu l'impact de la deuxième tour. Cela s'est passé à 9h03.
Ils ont immédiatement mesuré les tâches d'impact et commencé à préparer les temporisations de retard de tous les explosifs. 56 minutes plus tard, à 9h59, ils avaient calculé tous les temps des explosifs. Ils ont transmis ces temps aux explosifs et déclenché la démolition de la tour sud. Le dernier avion était encore en l'air. Ils ont regardé la séquence de la démolition de la tour. À l'exception de l'inclinaison initiale, tout s'est bien passé. Cette inclinaison n'était pas liée aux explosions. Ils ont immédiatement commencé le calcul des temporisations de la tour nord. Ils avaient l'habitude. Au lieu de 59 minutes, ils ont fini le calcul en 29 minutes. Ils ont transmis ces temps aux explosifs. Pendant ce calcul, le reste de l'équipe est allé se réfugier à l'arrière du bâtiment pour se protéger de la chute des débris. Il restait 2 personnes à l'avant du bâtiment. Ils ont déclenché la démolition de la tour nord et ont couru se réfugier derrière le bâtiment. Dans la tour WTC-7, il y avait entre 50 et 100 personnes. Et il y avait aussi leur infrastructure. Il était impossible d'effacer leurs traces. Le propriétaire du bâtiment était aussi Larry Silverstein, l'ami de Netanyahou. Rappelons-nous, il avait loué les tours jumelles pour 99 ans. Les entrées du bâtiment étaient gardées par des policiers sélectionnés, qui étaient au courant de ce qui s'y passait. Ils savaient aussi que le bâtiment allait être démoli. Après la démolition des tours jumelles, ils ont dû se rassembler dans un étage inférieur, manger un bout et boire un verre. Ils avaient passé la nuit sur place. Puis ils ont ramassé leurs affaires et quitté le bâtiment en petits groupes, dans leur voiture par les sous-sols. Netanyahou était parmi eux. Quelques-uns sont restés et ils ont installé des bombes dans le WTC-7. Ils ont aussi quitté le bâtiment et quelques rues plus loin, ils ont déclenché la démolition de la tour WTC-7. Il est 5h21 après-midi. Ainsi, ils ont effacé les traces de leur présence. Netanyahou est resté dans les environs. Il a apparu dans les médias le 13 septembre 2001 dans un interview à NBC. Il a caché sa position en mettant une image fixe dans le fond de l'écran. Il a accusé les Palestiniens de produire des terroristes suicides et a demandé de les attaquer dans la guerre contre le terrorisme. Le 20 septembre, il apparaît en public dans la Chambre des représentants. Il y parle pour conseiller les États-Unis. Sa présence aux États-Unis est cachée par les propos du représentant Dan Burton. Ce dernier s'excuse pour l'avoir réveillé durant la nuit, à 3 heures du matin, et aussi pour des problèmes qu'il y aurait eu à l'aéroport. Sous-entendu, Netanyahou vient d'arriver d'Israël. Dan Burton y fait même allusion, en disant qu'il a accepté de venir de là. L'attentat du Pentagone. Ce sont les 2 premières des 5 images publiées de l'attentat du Pentagone. Tout est bien fait pour que l'on ne puisse reconnaître l'avion. On voit juste une partie de la queue. Il y a pourtant plusieurs caméras de surveillance dont certaines sont civiles. Toutes ont été confisquées par le FBI et jamais divulguées. Le trou d'entrée est sur la colonne 14. Cette image montre les dégâts sur la façade du côté gauche du trou d'entrée. Les colonnes 14 à 10 ont complètement disparu. La colonne 9 est fortement endommagée, pliée et ne supporte plus rien. La colonne 8 est superficiellement endommagée. Les dégâts aux colonnes 7, 6 et 5 ne sont pas dus à des pièces d'avion. Les cadres sont intacts. Les vitres ont été expulsées par une surpression à l'intérieur. Cela a aussi poussé les pierres de façade qui sont tombées. Du côté droit, on voit une ligne rectiligne de la colonne 20 au milieu du premier étage vers la colonne 18 au bas du premier étage. Les colonnes 17 à 14 sont cassées au rez-de-chaussée. Les pièces obliques que l'on voit ici au rez-de-chaussée ne sont pas des colonnes. C'est du béton armé du plafond qui s'est effondré. Il y a un joint de dilatation à la colonne 11. Par après, la façade s'est effondrée de ce joint de dilatation jusqu'à la colonne 17. C'est une frappe d'aile allant du milieu de la colonne 20 au premier étage jusqu'au milieu du rez-de-chaussée en colonne 15. Suivons cette ligne rouge. Des photos plus précises sont données dans le rapport officiel de la SCE. Voici un extrait du rapport de la SCE montrant les dégâts sur les colonnes 18, 19 et 20 prises après l'effondrement de la façade. La partie supérieure de la fenêtre entre les colonnes 20 et 21 est cassée. Ce sont probablement des débris de l'impact sur la colonne 20 qui l'ont cassée. Une image encore plus précise des colonnes 18, 19 et 20. Les dégâts sur la colonne 20 sont faibles, uniquement en surface. Cela montre que c'est l'extrémité de l'aile qui l'a touché. Les colonnes 19 et 18 sont fortement endommagées. Des pièces plus lourdes de l'aile les ont frappées. Il y a un impact d'aile de la colonne 20 à la colonne 18 suivant cette ligne rouge. Ces dégâts sont consistants avec un avion venant de la direction des pylônes d'éclairage cassés, soit 52 degrés de la façade. Après l'impact de l'aile droite, l'avion a commencé à tourner vers la gauche, décélérant du côté droit et accélérant du côté gauche. Cela a réduit les dégâts du côté droit et a augmenté les dégâts du côté gauche. La superposition de l'aile droite sur la façade donne cette image.
L'aile inférieure est celui de l'avion à l'arrêt. L'aile supérieure représente la légère déflexion approximative de l'aile durant le vol. La colonne d'entrée est sur la colonne 14. La dernière colonne endommagée est la colonne 20. Les dégâts du côté droit sont donc larges de 6 baies de colonne. Avec 10 pieds entre deux colonnes, nous avons 60 pieds de dégâts faits par la moitié droite de l'avion. L'angle d'approche est 52 degrés. Nous avons un triangle rectangle dont on connaît l'hypoténuse, 60 pieds, et un angle 52 degrés. Le côté opposé à l'angle est la demi-envergure, soit la largeur des dégâts du côté droit, 60 pieds, multiplié par sinus 52 est égal à 47 pieds. L'envergure de l'avion est 2 fois 47 pieds, 94 pieds. L'envergure calculée correspond à un Boeing 737-400 de 95 pieds d'envergure. Le vol A77 était un Boeing 757 avec une envergure de 125 pieds, donc 3 autres colonnes auraient dû être endommagées. L'avion est passé juste devant le pylône de caméra, le film confisqué et jamais divulgué. Le rapport officiel reconnaît que les dégâts s'étendent sur 120 pieds. Ils prennent de la colonne 8 jusqu'à la colonne 20. Que cela mis au perpendiculaire nous donne une envergure de 90 pieds, plus petite que les 125 pieds d'un 757. Ils utilisent un angle de 42 degrés de la normale, soit 48 degrés au lieu de 52. Cela permet de donner 90 pieds d'envergure et d'échapper à une identification d'un Boeing 737-200, 300 ou 400. Pour justifier ces dégâts plus petits, le rapport officiel dit « Le tiers extrême des ailes n'a fait aucun contact avec la façade ». Cela s'explique par les impacts des moteurs avec un générateur diesel et un mur de ventilation au sol. Ces impacts auraient cassé les extrémités des ailes. Tous les arguments sont bons pour justifier les mensonges officiels. Cette image reproduit la superposition d'un Boeing 757 sur les dégâts à la façade du Pentagone, comme le rapport officiel le prétend. Ici, c'est le moteur droit qui est aligné sur le groupe électrogène. Le fuselage n'est plus aligné avec le trou d'entrée. Le moteur gauche touche le sol, mais en réalité, il n'y a pas de trace au sol. Bien sûr, les extrémités des ailes dépassent les dégâts. Ce rapport de ASCE considère que cette cassure est réalisée par le moteur gauche de l'avion. Il n'y a aucune trace du moteur au sol avant de toucher le muret et aussi après avoir touché le muret. D'après une photo satellite datée du 7 septembre, toutes les bobines à câble étaient avant le muret. Cette bobine a traversé le muret en démarrant au sol. Elle a dû toucher et casser le muret. La construction 3D de l'impact d'un Boeing 737-400 est totalement consistante avec tous les dégâts. Le moteur gauche se trouve à 20 cm du sol, mais toujours au-dessus du sol. Il faut savoir que dans cette image, l'avion se trouve à environ 100 pieds, 30 mètres de la façade. La moindre rotation, même de 0,5 degrés, perturbe l'image et il n'y a plus rien qui est consistant. Cette image est donc très précise. Nous pouvons conclure que l'avion qui a frappé le Pentagone est bien un Boeing 737. Identification de l'avion caché par la boîte. En combinant les deux images verticales et horizontales, j'ai pu mettre à l'échelle les vues et les avions. Voici un agrandissement. Un Boeing 757 était trop long et aurait dû être visible devant la boîte. Un Boeing 737-400 est tout juste caché derrière la boîte. Et cette image est un extrait d'une animation d'un théoricien du complot utilisant et défendant la version d'un Boeing 757. J'ai extrait l'image de transition où les deux avions sont visibles. Ceci est la queue du Boeing 757 de l'animation et ceci est la queue visible dans la photo. On peut y voir que l'angle de l'aileron est 58 degrés, proche de 59 degrés du Boeing 737 et que cela ne correspond pas à un Boeing 757 qui devait être 55 degrés. Oui, même le petit aileron de queue ne correspond pas à un Boeing 757. On peut aussi voir que le théoricien du complot a déplacé l'avion un peu en arrière pour l'empêcher d'être vu trop à l'avant de la boîte. La queue aurait dû se trouver ici. Si la queue se trouvait ici, le nez de l'avion aurait dû se trouver là, et là il serait beaucoup trop visible. C'est pour cette raison le théoricien du complot a poussé l'avion en arrière pour ne pas qu'il apparaisse devant la boîte. Tous les théoriciens du complot sont ainsi. Ils donnent plein d'informations falsifiées ou inutiles, mais ils ne donnent jamais les vérités importantes. Comment ils ont changé l'avion? À 8h54, l'équipe enclenche le contrôle de missiles dans l'avion AA-77, coupe le transpondeur et baisse l'altitude de l'avion pour le rendre invisible au radar. À partir de là, le trajet de l'avion est inconnu. C'est pourquoi le trajet de retour est en pointillé dans cette image publiée par USA Today. Mais nous savons qu'il a parcouru le trajet aller de 8h20 à 8h54, soit 34 minutes, décollage compris. Pour le trajet retour, il a fallu de 8h54 à 9h38, soit 44 minutes, sans décollage.
Il y a donc 10 minutes en trop si on imagine qu'il a réalisé un décollage. Ce sont les 10 minutes nécessaires pour le crash du AA-77 au sol dans une zone secrète prédéfinie. Il reste encore suffisamment de temps pour faire décoller un Boeing 737 et l'amener au Pentagone situé à 36 km de l'aéroport de Dulles, d'où l'A-77 a décollé. L'avion a dû être crashé dans les montagnes de la Virginie occidentale avec une descente à petite vitesse et il ne fait pas de bruit. L'endroit était bien choisi pour avoir la plus petite densité de population de cette zone. L'endroit étant connu à l'avance, une équipe d'agents du Mossad était déjà en attente dans les lieux. Ils ont probablement utilisé des véhicules de Urban Moving System et un camion de l'armée. Ils ont ramassé les corps des passagers et les ont transmis au laboratoire pour analyse. Pour le laboratoire, ces corps venaient du Pentagone. C'est ce qu'on leur a dit. Ensuite, ils ont aussi ramassé les débris de l'avion et amené à un lieu inconnu. Pourquoi changer d'avion ? Pour crasher un avion sur des tours de 400 mètres de haut, la précision d'un capteur GPS suffit. Même une mauvaise précision de plus ou moins 50 mètres est encore suffisante. Un capteur de ce type peut être installé dans le local technique sous le cockpit de l'avion, à l'abri des regards. Pour crasher un avion sur un bâtiment de 23 mètres de haut, une précision de plus ou moins 20 mètres obtenue par un meilleur GPS ne suffit toujours pas. Or, il fallait le faire en étant sûr de résultats. Il fallait donc un autre capteur d'altitude, précis à quelques centimètres près. Pour atteindre cette précision, le capteur doit avoir sa surface de mesure à l'extérieur. Si on avait installé un capteur de ce type sur le AA-77, il serait remarqué par l'inspection visuelle faite avant le décollage. Si la précision de la mesure n'est pas suffisante, l'avion peut soit se crasher au sol, soit passer au-dessus du bâtiment. C'est évidemment inadmissible. Le changement d'avion était donc obligatoire. Cette image est un extrait du rapport de la SCE. J'ai rajouté différentes positions de l'avion durant l'impact, montrant sa rotation. La boîte noire et le bras d'atterrissage gauche de l'avion ont été retrouvés près du trou de sortie dans l'anneau C, soit dans la direction de l'avion. Si ce bras d'atterrissage était celui de l'avion, il se détachera de l'avion quand cette partie de l'aile gauche touche la façade. À ce moment, l'avion ayant déjà tourné un tant soit peu, la direction du mouvement du bras sera différente. Le bras aura suivi la direction de cette ligne et n'aura jamais atteint le trou de sortie. C'était donc un bras d'atterrissage placé dans l'avion, ce n'est pas celui de l'avion lui-même. Le même genre de réflexion est valable pour la boîte noire qui se trouve généralement dans la queue de l'avion. Le plus tôt qu'elle peut se détacher, c'est au moment de l'impact de l'aile gauche avec la façade. C'est le plus gros impact sur la façade. La boîte noire aurait dû se retrouver à l'extérieur du bâtiment près des colonnes 7 ou 8, certainement pas près du trou de sortie. On peut se poser cette question. Pourquoi ils n'ont pas placé la boîte noire à son emplacement normal? Le bras d'atterrissage ne peut être placé à sa place. Il n'y a pas de place pour deux bras. Mais la boîte noire pouvait être placée à sa place. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Probablement qu'elle était emballée avec le bras d'atterrissage. Ils ont chargé tout le matériel ensemble et l'ont laissé ainsi. Eux aussi font des erreurs. Cet espace orange est l'endroit où le plafond du rez-de-chaussée s'est soulevé. Seule une explosion apparaissant sous cet espace peut faire cela. L'explosion de kérosène ne peut faire cela si loin de la façade. Il y avait donc une bombe placée dans l'avion pour agrandir les dégâts. C'est son explosion qui est visible dans la deuxième image publiée et a produit la couleur différente de l'explosion de kérosène. C'est l'image du plafond soulevé du rez-de-chaussée. Une partie de la pression a échappé vers le premier étage. La photo de la partie inférieure montre que les dégâts sont faits par la surpression de l'explosion. La surpression qui a atteint le premier étage a repoussé les châssis de ces fenêtres sur la façade intérieure. Et au rez-de-chaussée, c'est le volet qui a été détruit. Ceci termine l'explication de l'attentat du Pentagone. L'effondrement, ou plutôt la démolition des tours jumelles. La théorie officielle nous dit que la majorité du kérosène a explosé et consommé au moment de l'impact. Ensuite, le feu créé par les fournitures de bureaux a fortement affaibli le métal qui s'est effondré. L'échauffement des structures par le feu est un sujet de spéculation. Il est quasi impossible d'avoir une mesure de la température des structures. Les fumées étaient noires, donc assez froides. Dans la tour sud, des personnes ont traversé l'étage d'impact et ont pu se sauver. Donc l'échauffement n'était pas énorme. Il n'y a dans l'histoire aucun exemple de tour d'acier qui s'est effondrée par le feu. Les fournitures de bureaux brûlent à environ 300 degrés. La résistance de l'acier passe de 90 à 10% entre 400 degrés et 700 degrés. Le feu ne peut donc expliquer ces effondrements. Pour le bas du bâtiment, il n'y avait pas d'échauffement du tout et il s'est effondré aussi. Les rapports officiels donnent tous les détails sur les colonnes extérieures et les planchers des étages. Ils ne donnent quasi rien au sujet du noyau. Notons que les colonnes extérieures ont pour dimension 14 pouces.
La distance entre deux colonnes est 40 pouces, soit un tiers d'acier et 2 tiers de vide. Dimension des colonnes du noyau. Le rapport technique le plus complet sur les structures des tours jumelles est celui de NIST, National Institute for Standards and Technology. D'après ce rapport, les dimensions des colonnes du noyau sont ceci. En tout cas, ce sont les seules images dimensionnelles qui sont données des colonnes du noyau. Ils ont donné ces dimensions aux étages 83 et 86. Ils ne parlent même pas de colonnes, ils parlent de boîtes soudées et de formes roulées. D'après NIST, les colonnes du noyau n'étaient pas des colonnes. Dans les étages inférieurs, de 7 à 9, les premières colonnes de chaque rangée avaient ces dimensions, et elles se sont effondrées aussi. La largeur de ces deux colonnes blanches et bleues est la même, 22 pouces. Ces deux images sont à peu près à la même échelle. Et ces grosses colonnes bleues se sont effondrées après que tous les étages se sont effondrés. Ces colonnes se sont effondrées quand elles ne supportaient plus les étages au-dessus d'elles. Le plan d'étage type suivant le rapport de NIST. Les colonnes de la structure intérieure sont représentées à l'échelle, mais aucune indication ne les signale. Ils ont indiqué 2 fois conduite d'amener et de retour d'air. C'est comme si le noyau était vide, fait pour conduire l'air de ventilation. En réalité, voici les colonnes de noyau en rouge. Il y en avait 47. Les colonnes extérieures sont agrandies. Elles sont plus larges que l'espace vide. Agrandissons ce coin et mettons-le à l'échelle. Les colonnes extérieures ont été agrandies. Au lieu de 14 pouces, elles ont été dessinées à 24 pouces. L'espace vide est resté à 16 pouces. Cela s'appelle falsification de preuves dans le plus important rapport technique officiel. Ils se sont focalisés sur les colonnes extérieures et ont caché les colonnes intérieures. Les lignes noires que nous voyons ici, parallèles aux colonnes extérieures, n'existent pas. Elles ne représentent rien. Elles ont été ajoutées pour donner plus de consistance aux colonnes extérieures. Voici une photo de l'époque de la construction. Dans cette partie, le noyau a été monté plus haut avant de monter les colonnes trident, la séparation en 3 des colonnes extérieures. À ce niveau, ces colonnes extérieures font 5 étages de haut et très épaisses. Ce sont les colonnes les plus lourdes de la structure. C'est pourquoi ces contreventements sont visibles. L'emplacement de ces contreventements dans le noyau est indiqué comme étant des tubes de ventilation. Autrement dit, les pièces structurelles qui solidifient les tours sont devenues des tubes de ventilation. Ils ont fait le maximum pour cacher les contreventements entre les colonnes du noyau. Ces photos existent, il est impossible de les cacher. Alors ils ont inventé un mensonge pour prétendre qu'il n'y avait pas de contreventement dans les étages supérieurs. Comme il y avait 3 fois moins de colonnes de façade à ce niveau, avant les tridents, ils ont dit qu'il a fallu mettre des contreventements dans le noyau pour augmenter la résistance aux forces latérales. Ils ne disent évidemment pas que ces colonnes plus basses sont plus grosses, plus épaisses et plus solides. D'après le rapport de NIST, les contreventements existaient en dessous de l'étage 7, dans les étages techniques et dans le sommet. Dans le reste, ce sont les colonnes extérieures qui ont servi de structure pour résister aux forces latérales. Cela signifie que dans certains étages, la structure était le noyau, et dans d'autres, c'était les colonnes extérieures. Cela définit une structure de bâtiment en plusieurs parties. Nous pouvons clairement dire que ce type de structure n'a jamais été construite et ne le sera jamais. La réalité de la structure est celle-ci. Le noyau est contreventé sur toute la hauteur et les colonnes extérieures sont des tirants qui stabilisent le sommet avec les contreventements du sommet. Le principe est celui-là. Si avec les forces du vent et de tremblements de terre, le sommet viendrait à se déplacer vers la droite, ces colonnes-ci seront en traction et ils vont tirer sur le sommet pour que le sommet reste à sa place et vont réduire le déplacement. Sans les contreventements du toit, la déviation du sommet aurait été comme celui-là. Mais la structure principale, c'est le noyau. Ce genre de tirants extérieurs sont toujours utilisés avec un noyau rigide servant d'ossature du bâtiment. Le noyau est bel et bien la structure principale des tours jumelles. C'était l'invention des tours jumelles qui leur a permis d'être les plus hautes tours de leur temps. Voici un exemple de building en construction. Le noyau est la structure principale. Les colonnes extérieures sont négligeables. Elles ne servent qu'à supporter les planchers des étages. Elles ne résistent pratiquement à aucune force latérale. Des exemples de tours hautes récentes, toutes avec un noyau très robuste servant de colonne vertébrale. Le rapport de NIST prétend l'inverse. Il cite clairement que ce sont les colonnes extérieures qui résistent aux forces latérales. Dans les tours jumelles, le noyau était fait en colonnes d'acier. Elles ont nécessité beaucoup de travail de précision. Dans les constructions suivantes, le noyau est fait en béton armé. On amène de petits fers, les façonne sur place et on coule le béton entre des coffrages. C'est beaucoup moins cher et aussi résistant.
Mais le principe est le même, un tube central qui résiste à toutes les forces latérales et des façades légères et esthétiques. Comme disait Bungel S. Taranat dans son premier livre de 1988, dans les années 60, ce n'était plus un méfait de cacher une structure solide derrière une façade esthétique. Cela n'a pas changé depuis lors. Les colonnes intérieures sont bien plus grandes et solides que les colonnes de façade. Elles forment la structure principale des tours jumelles. Elles sont solidement reliées entre elles, les rendant une structure unique. Ces colonnes du noyau sont les seules restées debout à cette hauteur. Elles ont sauvé une vingtaine de personnes sous elles. Il y a eu des gens sortis indemnes sous la chute des tours. Voici la dimension d'une colonne du coin. 1320 mm par 560 mm. 1,32 m par 56 cm. Imaginez-vous la taille de ces colonnes. Imaginez ces colonnes devant vous, là. La section de la colonne est massive à 88%. Ces colonnes se sont effondrées quand il n'y avait plus de charge sur eux. Cela ne peut être que par explosion. Le rapport de NIST prétend que ces grosses colonnes sont faibles et ne servent qu'à supporter des charges verticales, alors que les plus petites, juste au-dessus, forment la structure principale. Les petites situées au-dessus ne sont pas massifs. Les 4 trous que l'on voit sont faits pour les connecter les unes aux autres. À l'intérieur, c'est vide. Comment ces tours ont été démolies? Le début des explosions a commencé par les étages d'impact. Tous les explosifs étaient codés et ils savaient quel code avait été placé à quel étage. Ils pouvaient définir les bombes qui devaient exploser en premier et la séquence des explosions. Le temps de retard de chaque bombe était réglable à distance. La démolition a été faite en 3 étapes. Dans les étages supérieurs, ce sont les colonnes du noyau qui ont été explosées. Dans ces étages supérieurs, ces colonnes sont beaucoup plus petites que celles visibles dans cette photo. Ces colonnes avaient des jonctions soudées tous les 3 étages. Nous devons avoir des explosions tous les 3 étages. Et c'est le centre du bâtiment qui s'est effondré en premier lieu. Dans la tour nord, on voit l'antenne située au-dessus du noyau commencer à chuter une image avant que les colonnes extérieures ne commencent à tomber aussi. Voici ces 2 images successives d'une vidéo. Nous pouvons voir que les façades sont à la même hauteur dans les 2 images, mais l'antenne est plus basse dans la 2e image. Cela signifie clairement que le noyau a été explosé en premier lieu. La chute du noyau a bien sûr débuté la chute de l'antenne située au-dessus. Dans la tour sud, au début de l'effondrement, on voit des éjections un peu distantes. Puis les éjections se rapprochent soudainement. Ces 4 images sont tirées d'une vidéo. À 48 secondes, nous avons une éjection. Puis à 50 secondes, il y a une deuxième éjection, soit 2 secondes après. Puis de 50 à 51, en 1 seconde, il y a plusieurs éjections qui apparaissent. Ces éjections sont en fait des explosions qui se passent dans le noyau et sortent à travers les fenêtres. Au moment de l'explosion, avant que la pression ne monte et casse les carreaux des fenêtres, le son fait plusieurs allées-venues et se réduit. C'est pourquoi le son est peu entendu à l'extérieur. Les explosions distantes du début sont suivies par des explosions beaucoup plus rapprochées. Ce sont 2 types d'explosions et de séquences bien distinctes. Mesure de la distance entre les 2 premières explosions. Pour faire cette mesure, j'ai placé les 2 images des 2 éjections l'une à côté de l'autre, tracé une ligne rouge à hauteur de chaque éjection, puis positionner le modèle 3D de la tour superposé sur l'image elle-même. Ensuite, en faisant un agrandissement de cette zone, on obtient l'image qui se trouve ici au-dessus. On voit que la distance entre les 2 lignes rouges horizontales est proche de 36 pieds. Les 2 premières explosions sont bien distantes de la hauteur d'une section des colonnes du noyau, soit 3 étages de 12 pieds. Cette mesure prouve bien qu'au début de la démolition, ce sont les colonnes du noyau qui ont été explosées. Les colonnes du noyau avaient des sections différentes. La majorité commençait par des colonnes tubulaires rectangulaires dans les étages inférieurs, dont les étages supérieurs deviennent de plus en plus petites et fines, pour finalement changer en colonnes H. Dans le rapport de FEMA, ils ont montré un changement de section rectangulaire à la forme H. Cette image vient du rapport de FEMA, Appendix B, Structural Steel and Steel Connections, figure B6. Nous allons analyser l'empreinte de la colonne H. Quand on regarde bien l'empreinte de la colonne H, on voit qu'elle s'est déchirée en se déplaçant vers la droite, suite à une explosion se passant dans la zone noircie située à sa gauche. La soudure du côté droit de la base a été déchirée en étant raclée vers la droite en oblique. La soudure juste à sa gauche de cette même empreinte a été tirée au-dessus de l'empreinte. Du côté gauche, le poids a posé sur cette partie. Le déplacement de la colonne H a raclé la soudure qui se trouvait à sa droite, et la soudure à sa gauche a aussi été tirée au-dessus de l'empreinte. Le plus impressionnant, c'est que l'on peut même voir
l'emplacement où l'explosif se trouvait. Les déformations sont consistantes avec une explosion à cet endroit. Deuxième étape de la démolition. Quand les explosions descendent plus bas, les colonnes du noyau deviennent grandes, beaucoup trop grandes. Il devient impossible de les exploser avec de petites bombes. À partir de là, ce sont les planchers des étages qui sont explosés. Plus précisément, les poutres en U qui supportent les planchers des étages du côté intérieur. Ces poutres en U sont soudées sur les colonnes du noyau. Ces explosions se passant à chaque étage font que les explosions sont plus proches. Pendant cette phase, les contreventements entre les colonnes du noyau sont aussi explosés, ou plutôt coupés avec des charges coupantes. Cela permet d'affaiblir fortement le noyau. Voici une connexion de contreventement coupée. Cette coupe n'est pas faite par chalumeau, ou scie ou disqueuse. Elle est consistante avec une coupe avec charge coupante. Voici la poutre en U, et ceci est la colonne du noyau, où la poutre est soudée. Et là, au-dessus du plancher, on a 10 cm de couche de béton. L'explosif était placé dans le creux du U, entre la poutre et la colonne du noyau. Au moment de l'explosion, la poutre est ouverte et le siège a été poussé contre le béton du plancher, ce qui écrase le siège. Voici quelques photos de la déformation des sièges et de la poutre est consistante avec le placement des explosifs à cet endroit. Comme la majorité des explosions se sont produites sur ces poutres qui supportent les planchers des étages, le plus grand dégât devrait être sur ces poutres. C'est quelques photos, mais la majorité des images contenues dans le rapport de NIST contiennent ce genre de dégâts. Toutes ces images prouvent que ces poutres en U ont bien été explosées durant la démolition. Avec toutes ces explosions, les colonnes du noyau restent debout, car les grosses colonnes ne sont pas explosées. Pour garantir qu'elles vont s'effondrer, sur quelques étages, de gros explosifs sont installés pour déchirer les soudures des jonctions. À ce moment, partout est plein de poussière. Tout le monde court dans tous les sens. Les grosses explosions ne seront pas entendues par les personnes dans le voisinage. Et elles sont fortement réduites par la poussière qui se trouve autour. Voici quelques images successives de l'effondrement de la tour sud faite par Aman Zafar. Première image, deuxième image, troisième image, quatrième image. On voit très clairement que le noyau est resté debout avant de s'effondrer lui-même. La même chose est visible dans la tour nord, où le noyau est resté debout pendant un certain temps avant de tomber à son tour. Ceci termine la destruction des tours jumelles. Les attentats de Madrid et de Londres. Le 20 mars 2003, Bush a envahi l'Irak en l'associant aux attentats du 11 septembre et en prétextant des armes de destruction massive. Il a été aidé par le Royaume-Uni de Blair et l'Espagne d'Aznar. Un an après, le 11 mars 2004, il y a des attentats meurtriers à Madrid, près de 200 morts. 2 ans après, le 7 juillet 2005, attentat à Londres, plusieurs dizaines de morts. Une question légitime se pose. Est-ce que le Royaume-Uni et l'Espagne ont été punis par les djihadistes? Les attentats de Madrid, 11 mars 2004. Le 31 octobre 2007, après 3 années d'enquête et 8 mois de procès, la justice donne son verdict contre 28 accusés. 3 ont été condamnés à plus de 40 000 années de prison pour avoir fourni les explosifs sans participer aux attentats. Les 25 autres accusés ne sont pas impliqués dans les attentats. Malgré cela, 18 d'entre eux ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 18 années de prison. L'argument fut appartenance à une organisation terroriste, autrement dit être musulmans. S'ils avaient un tant soit peu de liens, ils auraient aussi été condamnés à plus de 40 000 années de prison. Les commanditaires et cerveaux n'ont pas été identifiés. Justice à refaire. Tous les travaux des audiences étaient finis en juin 2007. Le jour du verdict est le 31 octobre 2007. C'est un mercredi. L'annonce du verdict a été faite le mardi 30 octobre 2007. Annonce surprise. Pour le plus petit des procès, la justice annonce la date du verdict des mois à l'avance. Le lendemain jeudi est la Toussaint du 1er novembre, c'est un jour férié. Le surlendemain, vendredi, est le jour des morts, jour férié. Après le verdict, il y a 4 jours fériés pour calmer les esprits et faire passer la pilule. Est-ce la honte de la justice espagnole? Pour moi, oui. Ces faits ne sont pas anodins. Il y a injustice faite avec préméditation et de la part de la justice espagnole. Attentat de Londres, 7 juillet 2005. Il n'y a aucun enregistrement montrant les présumés coupables musulmans entrant dans les voitures concernées. Un agent de police, Lizzie Kenversey, Elizabeth Kenversey, était dans la voiture à côté de celle qui a explosé. Elle est entrée dans la zone explosée et a décrit ce qu'elle a vu. Les sources sont indiquées ici. Elle dit « Le plancher s'était soulevé vers le haut, au centre de la voiture. Le toit était intact, les décors intérieurs étaient abîmés, il y avait un grand trou dans le plancher. Cela signifie clairement que la bombe était placée sous le plancher de la voiture ou sur les rails. Les passagers ne sont pas impliqués. La version officielle est donc fausse. Justice à faire, car il n'y a eu ni investigation ni procès. » Dans ce livre, le père du terroriste du bus a expliqué la vie de son fils Hassib. Un des derniers mots de Hassib à son père furent « Dans 2 mois, je vais aller à l'université ».
et 4 jours après il se suicide dans un attentat, ce n'est pas normal du tout. Le seul problème majeur que Hassib a eu pendant toute sa vie fut une fausse accusation de la part d'un professeur juif. Le prof l'appelait Ben Laden contre la volonté de Hassib. Le prof a écrit dans son cahier Puissance de Ben Laden et a tenté de l'exclure de l'école. Le père a intervenu et a résolu la fausse accusation. La police a interdit toute investigation, y compris l'autopsie du corps de Hassib. Pratiquement, il n'y a pas eu d'investigation. Les coupables étaient désignés à l'avance. Netanyahou est arrivé à Londres la veille du 7/7/2005. Et Netanyahou a dit « J'ai reçu un appel du Mossad me demandant de rester dans l'hôtel et de ne pas aller à la conférence où je devais parler. » L'ambassade et les services de renseignement nient l'appel. Par après, un directeur du Mossad l'a assumé, mais sans donner la raison. Netanyahou annonce donc un alibi qui apparaît être faux. Netanyahou prétend qu'il avait une conférence des investisseurs de la bourse de Tel Aviv et il devait y donner une conférence en tant que ministre de l'économie. En plein vacances, le 7 juillet, organiser une conférence des investisseurs de la bourse de Tel Aviv? Non, c'est très peu probable. C'est donc juste une annonce de couverture pour créer un alibi à la présence de Netanyahou ce jour-là à Londres. Donc, que faisait Netanyahou à Londres? S'il a tenté de justifier sa présence par un faux alibi, cela signifie que sa présence était liée aux attentats. Mais a-t-il fait l'inspection des travaux avant la mise à feu? Non. Il va faire confiance à son équipe. Il ne va pas courir derrière eux. Il fallait fabriquer des explosifs. C'est complètement libre de le faire au nom du gouvernement en Israël. Puis il fallait amener les explosifs à Londres. Et le besoin est apparu soudain. La décision des amis de Hassib d'aller à Londres a été immédiate, seulement quelques jours avant le voyage. Hassib l'a dit à sa mère le 4 juillet. En écoutant les téléphones portables des amis de Hassib, ils ont appris le voyage seulement 2 ou 3 jours avant. Comment rapidement amener à Londres les bombes qui ont été préparées en Israël? Dans les valises diplomatiques, bien sûr. Netanyahou a apporté les bombes dans ses valises diplomatiques. Dès sa sortie de l'aéroport, il rencontre les personnes qui allaient placer les explosifs et il les leur donne. Dans 1 ou 2 heures, les bombes étaient placées sur les rails à des endroits précis où la présence d'une rame est indiquée dans une salle de contrôle. Possible et probable. Quand il y a la moindre raison, aussi minuscule soit-elle, pour que des musulmans commettent un attentat, Netanyahou ordonne de le faire et des agents israéliens le commettent, car il est facile d'accuser les musulmans. Ainsi, le monde connaît les musulmans comme des terroristes qui commettent des attentats pour un oui, pour un non. C'est donc bien Netanyahou qui a ordonné de faire et a organisé les attentats de Madrid et de Londres. Tous les attentats qui se sont passés depuis lors doivent être réinvestigués en détail pour chercher l'implication de Netanyahou et d'Israël. Jusqu'où ira Netanyahou? Il est le commanditaire de 11 septembre. De Madrid 2004, de Londres 2005 et de la très grande majorité des attentats depuis 2001. Il a aussi ordonné d'installer des snipers pour tirer sur les manifestants palestiniens à Gaza. Notamment ce journaliste et ce bébé ont été tués par ces snipers. Et il est toujours là. Et il défie le monde entier en regardant dans les yeux. Je peux faire tous les crimes que je veux, je suis au-dessus des lois. C'est cela qu'il veut nous dire à toute l'humanité. Ce journaliste a été tué le vendredi 6 avril 2018. Le jour même, le média officiel francophone belge RTBF n'a rien dit. Le lendemain, elle rapporte l'événement dans la radio de cette manière. Les soldats israéliens ont touché un journaliste palestinien. Les Palestiniens manifestent dans la bande de Gaza depuis des mois. Le nombre de morts a atteint un certain nombre. Ils n'ont pas dit que les soldats israéliens ont tué un journaliste. Ils n'ont pas dit non plus toucher mortellement un journaliste. Ils n'ont même pas dit des snipers israéliens. Ils les ont présentés comme des soldats en situation de guerre. Pour dire la vérité, ils auraient dû dire les snipers israéliens installés par le gouvernement Netanyahou ont visé et tué un journaliste qui portait clairement l'indication presse sur lui. Et ils auraient dû même déclencher un mouvement énorme parce que c'est un journaliste comme eux. Ce comportement de ce média n'est pas unique. C'est la règle qui se répète continuellement. Et ce média n'est pas un média privé dans les mains des sionistes comme Rupert Murdoch. Non, c'est un média officiel payé par les impôts des citoyens, dans un pays qui n'a rien à voir avec Israël. Or, il protège clairement Netanyahou et lui donne l'absolution pour qu'il continue ses crimes. En fait, ils sont complices de Netanyahou. Oui, le média officiel belge, tout comme d'autres médias officiels européens, sont complices et protègent Netanyahou. La raison de cela réside dans les proportions trop importantes de politiciens d'origine juive dans les gouvernements occidentaux.
Les intérêts d'Israël passent avant les intérêts des populations occidentales. Avec autant de complices dans les médias et gouvernements occidentaux, Netanyahou ira encore très loin dans ses crimes. Cela implique que les médias et gouvernements occidentaux sont aussi responsables de la situation de terreur et de guerre. Que faire? Je vous propose une action citoyenne simple à faire. Collez cette affiche sur votre fenêtre. Vous pouvez la télécharger sur mon petit site web ou sur le lien indiqué ici. Il faut la garder jusqu'à ce que justice soit faite. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de partager pour que justice soit faite et que l'humanité soit protégée contre ce genre de criminels.